Comment redonner vie dans un secteur éducatif qui vit une traversée de désert depuis plusieurs mois? C'est la grande question qu'on se pose et qu'on se pose ce matin pour l'école de la République, surtout lorsqu'on sait que le ministre des Enseignements secondaires lance pour 2018 donc un prix d'excellence pour récompenser les responsables d'établissements scolaires, les proviseurs si on peut dire. Et donc dans une récente circulaire, Jean-Ernest Ngalé-Bibé donc instruit les délégués départementaux, régionaux, mais aussi certains proviseurs de mettre en place le cadre pouvant accueillir ce prix de l'excellence qui viendra récompenser le meilleur proviseur de l'année. Cela vise donc à redonner un sens d'excellence à l'enseignement au Cameroun. On verra bien ce que cela donne. Donc voilà l'école qui est ainsi remis au centre du jeu ce matin dans le Zénith. Et surtout, vous souhaitez nos vœux les meilleurs pour 2018, mesdames, messieurs. Vous qui êtes tous les jours, chaque matin, entre 10 et 12 heures, devant le petit écran pour suivre le Cameroun, comment il vit, comment il marche, comment il avance, comment il recule le plus souvent. Et donc aussi l'occasion pour nous de vous dire que 2018 sera un autre territoire, un autre terrain sur lequel nous devons bien sûr nous engouffrer pour tenir le meilleur, la quintessence de ce pays. Merci donc à vous et surtout, bonjour, bienvenue. On va installer le panel comme chaque matin. Commençons pour cette première édition de 2018 avec Chalamel, Monsieur Batchou. Bonjour et bonne année 2018. Le pays va mal, mon pays va mal, le pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Oui. Nouvelle résolution pour 2018, nouvelle année, nouvelle méthode. Donc on démarre l'émission avec Chalamel qui a décidé de chanter, nous montrer ses talents de chanteur. Le pays va mal aussi. Une chanson engagée dans le système qu'on vit actuellement au Cameroun. Merci donc à vous Chalamel et surtout je vous souhaite encore bonne année 2018. Mes meilleurs voeux, plus de colère surtout pour 2018 en ce qui vous concerne. Florazé, à votre suite, bonjour et bonne année 2018. Bonjour Eric Fopoussi, merci, bonne année à vous. Bonne année à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Je suis très ravie de débuter cette année avec vous. Je continue de garder espoir qu'un jour les choses changeront dans mon pays. Mais est-ce que les populations de l'extrême nord, à Maroua, à Gaoundéré, bref, dans le septentrion, vont continuer de garder espoir vu qu'ils sont en proie à la famine et à pas mal d'instabilité sur le plan sécuritaire alimentaire? En tout cas, que les pouvoirs publics s'interrogent sur la question. Et donc, on va s'interroger et espérer que les choses aillent beaucoup plus de l'avant et que les citoyens que vous êtes, soyez prêts à tenir responsables ceux qui gèrent ce pays au cas où on aurait exacerbé cette impuissance étatique face à tous ces défis, ces enjeux du Cameroun, notamment la famine dans le grand nord du Cameroun. 2,5 millions de personnes menacées de famine, c'est trop pour un pays comme le Cameroun. Également, votre suite Florazé. Nous avons ce matin le Mobok Bengan. Bonjour, bonne année 2018. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous? Plus de sagesse, plus de santé, plus enfin, à vous de nous dire, Mobok Bengan. Non, bonjour, même je ne peux pas dire bonne année au peuple camerounais parce que je sais le ciel du Cameroun est obscurci, le pays va mal, Chalamel l'a dit, et ça va encore s'empirer. Donc vous ne pouvez pas savoir ça, avoir toutes ces données et dire aux gens que l'année soit bonne, alors que, sachant que l'année sera plus difficile encore pour eux. À peine commence-t-on l'année que les instituteurs annoncent un mouvement de grève la semaine prochaine. Le ministre des Enseignements secondaires, de la part du délégué régional des enseignements secondaires de l'extrême nord, dit qu'il lui faut 3800 enseignants, un déficit. La même région parle de déficit alimentaire. Donc le Cameroun, on commence à mourir de famine. Voilà dans quelle situation on se trouve. On ne peut pas dire que l'année sera bonne. C'est un souhait, Bobo Bengan, c'est un souhait que nous émettons en espérant effectivement que les choses changent. Ça fait 2 fois depuis cette matinée que j'évoque le thème. On ne peut pas se contenter du défaitisme, on ne peut pas démissionner de l'espoir qu'on pourrait avoir pour que les choses changent quand même. C'est une approche qu'on pourrait avoir, face
à cette déliquescence et surtout le gouffre abyssal que vivent les Camerounais entre ceux qui ont beaucoup plus de moyens et ceux qui s'enfoncent de plus en plus dans l'extrême pauvreté. Donc on peut avoir espoir que les choses changent, surtout qu'il y a des élections qui sont prévues, donc on ne sait jamais on ne sait pas encore quelle pourrait être l'issue des résultats sortis des urnes. Donc restons dans cette note d'espoir. Mesdames, Messieurs, vous savez, chaque matin il y a un début effectif de ce programme et le programme donc se fait avec Tendance, la voyageuse, qui est chargée de nous conter une histoire. Et ce matin, donc, elle va évidemment ne pas déroger à cette règle-là, cette coutume, cette tradition. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vous salue. Plein de bisous pour vous parce que vous m'avez manqué. Bonne année, nouvelle méthode. Maintenant, quand quelqu'un a des problèmes, on m'appelle, je me déplace. C'est comme ça. Donc, j'embrasse tous ceux qui m'embrassent. Même ceux qui ne m'embrassent pas, je les embrasse. La preuve, j'ai fait un aller-retour à Barré-Bakem. Tu peux Barré-Bakem? Oui, c'est mon ancien lieu de résidence. Bon, Oui, Barré-Bakem. dans le Mumbo, oui. Voilà. Je suis allé à Barré-Bakem résoudre un problème. Parce qu'il y a les gens qui restent au quartier, vous m'insultez, oh, comme je sais faire quoi, je sais faire quoi. Je mets la paix dans les foyers. Voilà. Je suis mamie Jujube, mamie Arbre de la paix. C'est un monsieur qui ne fait que m'appeler l'autre jour. Bon, j'ai dit, le type c'est même eu quoi? Il me dit, maman, pardon, viens. Même si c'est le jet privé, va te déplacer. Viens seulement. Je suis en train de mourir, ma fille. Viens seulement. J'ai pris la voiture. Arrivé à Barré-Bakem. Je suis venu me prendre en route. Quand j'arrive, il me pose ses problèmes. Je n'ai jamais vu un homme couler les larmes depuis que je suis né. Donc, Flora, depuis que je suis né jusqu'à j'ai 29 ans maintenant, parce que j'ai eu un an de plus l'autre jour, je n'ai jamais vu un papa, un homme, un responsable, un père de famille couler les larmes jusqu'à faire. Mais j'ai vu. Il dit que sa femme qui ne sait pas ce qui est arrivé dans la tête de son épouse. Un homme responsable, élégant, beau. Même son épouse est franchement belle. Il dit que le mois-ci, il attendait que sa femme lui dise que ouais, ben, j'ai eu un retard pour le 4e geste. Madame a dit non, bouge. Il se plaint que sa femme ne veut plus accoucher. Ils ont 3 enfants. Au commencement, ils se sont entendus qu'ils vont faire 5 enfants dans la vie. Mais sauf que depuis que madame a accouché 3, elle ne veut plus porter la grossesse. Il a tout fait. Lors des disputes, madame a dit que ouais, ben, je suis parti, on a le gars, ou c'est légaturé. Bon, aide-moi un peu. Ligaturé. Voilà le gros mot en français qu'elle a sorti. Que je suis parti à l'hôpital, on a légaturé. Ligaturé. Ah oui, on a ligaturé. Et voilà, Voilà le vrai mot. Quand les personnes ont ligaturé, c'est trompe. Alors, elle n'est pas prête à accoucher. Monsieur a dit, et ton gynécologue, et toi-même, vous aurez affaire à moi. Ça se passe comment que tu parles ligaturé? Ligaturé, t'es trompe. Ça avec ton gynécologue, ça me rendre compte. Donc, le foyer est plein de feu. Oui. Il dit que madame a jusqu'au mois prochain pour dire que bébé, je n'ai rien vu. Qu'elle part vite, on dégature. On dégature cette On ligature. On a d'abord ligaturé. Ligaturé maintenant. Maintenant, on va déligaturer. On va déligaturer tes trompes. Absolument. Jusqu'à ce qu'on ne déligaturer pas tes trompes, tu vas te séparer de ton mari. J'en ai terminé, Eric. C'est une histoire qui me rappelle surtout un récent discours du président français Emmanuel Macron qui parlait évidemment du défi civilisationnel de l'Afrique et sur fond d'accouchement, de nombre d'enfants à avoir en Afrique. Est-ce qu'on devrait donc exploser la démographie africaine avec le nombre d'enfants qu'on pourrait avoir? Oui, tendance. Oui, et comme je disais, non, Eric, je vais poser la question à tous les auditeurs et téléspectateurs parce que télé et radio, c'est même plus le même tabac. Téléspectateurs, beaucoup plus. Je mélange tout. Donc, dans un foyer, qui doit décider le nombre d'enfants? Est-ce madame? Point d'interrogation. Est-ce monsieur? Point d'interrogation. Donc, madame se lève, elle dit qu'elle va seulement accoucher 3. Oui. Monsieur dit, madame, tu vas accoucher jusqu'à accoucher des intestins. D'accord. Les deux ne s'entendent pas. Qui doit alors décider le nombre d'enfants qu'on doit faire dans un foyer? Oui, la question va évidemment conduire et être le fil d'Ariane de nos échanges sur ce plateau ce matin en évoquant justement à qui incombe le choix
du nombre d'enfants, lorsqu'on parle beaucoup plus de planning familial et tout ce qui tourne autour. Mais revenons d'abord à ce que Emmanuel Macron évoquait tout récemment avec l'Afrique et surtout les défis liés à la démographie et tout ce qu'on peut évoquer comme problème qui vient autour de tout cela. Alors, il y a deux doctrines qui s'opposent désormais. Il y en a qui pensent que l'Afrique a besoin de main-d'œuvre, l'Afrique a besoin de faire beaucoup d'enfants pour donc tenir le choc face aux grands blocs que sont l'Inde et la Chine. D'autres qui pensent que dans l'Afrique doit plutôt contrôler sa croissance démographique parce qu'évidemment, si on n'a pas les moyens d'élever 5, 6, 10 enfants, c'est pas la peine d'en faire autant. Donc du coup, ça rejoint un gros débat vieux comme le monde lorsqu'on parle de l'Afrique. Alors bon, Bengan, c'est vers vous que je me tourne pour avoir votre sentiment sur ce débat qui a cours en ce moment sur le continent africain. Effectivement, vous dites bien le débat, mais je refuse les termes des théories qui s'affrontent. Il n'existe pas de théories en des moments-là. Pour embellir, on va parler de théories, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, tout le monde le sait, depuis que l'humanité existe, qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Tout le monde, lorsque les économistes font des études, ils vous disent, oui, c'est pour le bien-être de l'homme. Mais comment vous allez donc créer un bien-être sans les hommes? Voilà, donc ça veut dire que c'est une orientation politique qui voudrait qu'on doit prendre les richesses de l'Afrique sans les Africains. Donc il n'y a pas une théorie dans une université où on va apprendre cela. La Chine a réussi à s'accaparer du monde précisément de par sa population et parce qu'elle est peuplée, elle a développé un génie, une ingéniosité et sa religion. Donc voilà ce qui se passe. Pour Macron, on le sait, effectivement, il développe cette théorie-là pour dire, semblant de théorie, pour dire que non, de toutes les manières, depuis De Gaulle, au moins, parce que nous parlons là de la France des dernières années, depuis De Gaulle au moins, il y a un pacte colonial qui voudrait qu'on arrache, qu'on se développe en Afrique et non développer l'Afrique. Oui. Donc, il faut donc que les Africains n'aient pas d'enfants pour qu'eux aussi viennent s'accaparer de nos richesses. Et malheureusement, l'actuel ministre de la Santé publique est allé dans ce sens-là pour parler de limitation des naissances, planning familial. Ça, c'est une fausse théorie. Alors, donc là, c'est le contexte global. Maintenant, on va s'introduire dans la vie des couples au quotidien pour donc savoir comment se passe, qu'est-ce qui préside, qu'est-ce qui gouverne le choix du nombre d'enfants dans un couple. Il y a le plan médical, mais ça vient après. C'est l'homme qui détermine. En Afrique, l'homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Il compte ses femmes, il compte ses épouses, il ne compte pas ses enfants. Maintenant, il peut arriver que pour des cas de maladie, on peut accepter qu'une femme arrête sa maternité. Mais pour le cas précis, que selon l'histoire du jour, non, cette femme-là, elle n'a pas de raison. Elle n'a pas raison d'arrêter comme ça, elle seule, de limiter ses naissances, elle seule, en disant que non, je me limite à 3 enfants. Ma mère a dit que... Sa mère vient faire quoi là? Mais encore qu'au départ, semble-t-il, tendance nous dit qu'ils étaient entendus pour que ils aient 5 enfants. Maintenant, elle limite de son propre gré. Alors, à ce moment-là, non, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'elle se rend compte de la difficulté que le monsieur a à tenir les 3 enfants. Il n'y a pas de peut-être qui tienne à ce moment-là. Donc, il veut dire à son épouse que non, chérie, cherche une co-épouse. Voilà. Maintenant, alors, si son mari s'engage dans ce sens, je suis sûr qu'elle va créer un problème d'État. Elle va en faire justement une affaire d'État. Mais l'homme compte ses femmes, il ne compte pas ses enfants. L'homme compte ses femmes et pas ses enfants. On va retenir cette phrase comme étant une phrase choc du Zénith de ce matin. Florazé, il y a aussi que les femmes ont besoin peut-être aujourd'hui d'affirmer leur liberté, leur autonomie, leur émancipation, parce que les femmes de plus en plus se plaignent de devenir des mères porteuses. Elles font des enfants à un rythme effréné et souvent aux grandes dames de leur épanouissement à elles. Oui, mais sauf que je ne vais pas vous suivre sur ce... Je pose une question, je n'ai pas d'avis sur la question. Je pose un constat et vous... je suis tout à fait d'accord avec cette pensée qui dit que la richesse, justement, est liée à la valeur humaine, voilà, qui compte beaucoup plus. Alors maintenant, dans la décision du choix de nombre d'enfants dans le couple, j'estime que ça se fait à 2.
Il n'y a pas que c'est l'homme qui doit décider, même si déjà de prime abord, c'est lui qui met la semence. Sur le plan scientifique, on dira c'est l'homme qui fait l'enfant. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, parce qu'il y a donc une femme, votre aide qui est là, c'est elle qui porte et c'est elle justement qui va acheminer le reste. Hein, ça veut dire que le choix se fait à deux. Et aujourd'hui, justement, malheureusement, vu le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, Rifopoussi, on n'est plus appelé à faire des enfants comme ça, la va-vite, etc. On planifie pour les naissances. Non seulement sur le plan de la santé, sur le plan économique. Donc, je crois qu'avec 3 naissances, avec 3 gosses, monsieur doit se sentir épanoui et réjoui. Au contraire, il doit maximiser maintenant. Je ne sais pas déjà dans quelles conditions la dame a fait ses enfants. Peut-être qu'elle a eu ses 3 enfants par césarienne. Hein? Peut-être que leur condition économique, justement, n'est pas assez, est très dense. Donc, du coup, elle pense. Parce qu'en fait, c'est ça la femme. La femme pense le plus au devenir de la maison, du couple et des enfants. L'homme, lui, c'est vrai. L'homme, il pense à rien. Lui pense au désordre. Non, c'est pas ce que je dis. Ça veut dire que sur le plan enfant et tout, lui, il est prêt justement à mettre la semence et tout. Et puis après, on commence à réfléchir. Par contre, la femme prend les devants. C'est-à-dire qu'elle réfléchit, elle pense à la pré-naissance. Donc, vous n'allez pas nous amener sur ce terrain de l'homme qui met la semence parce que... Oui, il met juste la semence et puis après... Pas parce qu'il serait trop gourmand et il aurait un gros appétit. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un gros appétit oui, malheureusement. il y a des moyens de conception. Parce que justement, quand on parle de ces moyens... ou alors quand on parle même de planification, c'est beaucoup plus lié à la femme. C'est toujours la femme qui est devant et qui pousse monsieur à la suivre sur ce terrain. Ou qui lui impose une... Pas imposer, je dis maintenant, l'homme a 3. L'homme a 3. Mais puisque cette femme, visiblement, est allée se faire vous savez, ligaturer les trompes. Donc justement, je vais éviter le conflit à ce niveau. Je ne suis pas d'accord avec le processus de la dame. Parce que ça se fait à 2. Sinon, je vais me contredire. Ça se fait à 2. Elle aurait dû... Je dis donc que je ne sais pas dans quel contexte elle a fait. Peut-être qu'elle a peur de son mari. Il y a vraiment il y a pas mal de paramètres qui doivent être mis en jeu. Florazé, je remarque juste que sur votre intervention, il y a beaucoup de politique. Vous avez commencé par me dire, je vais vous suivre sur ce terrain. La politique est moi. Pour finir. La politique est moi. Non, je veux dire que du début jusqu'à la fin, les 2 conjoints doivent être d'accord. Maintenant, la femme... a pris sur elle. Non, la femme a pris sur elle d'aller se ligaturer les trompes. Pourquoi? Elle a peur de quoi? Parce qu'elle souhaite être épanouie et vous devez savoir... Non, pas toujours. Je dis que peut-être sur le plan, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'elle a eu ses enfants déjà par césarienne. Là, ça peut être très grave. Elle peut estimer que sur le plan de la maternité, elle n'en peut plus. D'accord, ok, très bien. C'est bien compris. Alors, Charles Hamel, il y a aussi que on est dans un monde en perpétuel mouvement. Il y a un monde où les femmes de plus en plus vont travailler et souvent, elles voient dans les grossesses qu'elles ont régulièrement des freins à leur carrière professionnelle, par exemple. Et on peut peut-être imaginer que cette femme a peut-être voulu sauver sa carrière professionnelle en ne multipliant pas les grossesses. Eric Fopoussi, la femme qui veut faire une carrière, une longue carrière, ou qui veut avoir un profil de carrière, ne se marie pas. Elle ne se marie pas. C'est trop un peu dur là. Je dis elle ne se marie pas. Elle s'organise. Parce que une femme qui souhaiterait être ministre, disons, ministre qui souhaiterait être professeur, devra, comment dire, faire beaucoup de concessions. Il faut qu'elle étudie, qu'elle soit sur le terrain, qu'elle a fait des recherches, qu'elle travaille, qu'elle soit en cours. Conséquence, elle n'aura pas le temps de son mari, il n'y aura pas de débat amoureux, elle ne va jamais préparer, il n'y aura qu'un amour virtuel sur le téléphone. Alors que l'amour, c'est la pratique et c'est le contact. On est d'accord. Nous, le Cameroun, nous avons 475 000 km², dont nous n'occupons même pas la moitié. Qui va occuper? Les Blancs. C'est les Blancs qui vont occuper. C'est les Blancs qui vont venir développer. Je dis 475 000 km², seulement le Cameroun. Mais on n'occupe pas la moitié. Qui va occuper? Les grabataires. Ceux qui ne veulent pas en faire ne font pas. Dans cette histoire, pour revenir à l'histoire, il y a l'explicite. C'est l'action, la désobéissance, l'absence de dialogue, le mépris caractérisé que cette femme a pour son mari. L'implicite, c'est la volonté de divorce. Ce n'est pas des choses.
elle cache en implicite une volonté de divorce. Ce qui entre par l'esprit sort par les muscles. Voilà une femme qui dit, je m'en vais, je. Or que devant le maire, on a dit, vous allez, tu quittes ton père et ta mère, vous vous unissez pour devenir un. Elle dit je. Le je intervient dans le couple cette fois-là, au mépris de l'existence du nous. Elle va, elle choisit un jour, elle appelle, elle prend rendez-vous, elle va en consultation, elle fait des examens qu'elle cache à son mari. On arrête la date où on va ligaturer les troncs, elle ne dit pas à son mari. Elle va le faire et rentre s'installer. Voilà un homme ignorant. Le pauvre, j'ai pitié de lui. Voilà un homme stressé. Non, non, vous avez parlé. Tendance à dire que l'homme a pleuré. Voilà un homme. Chalamel, laissez Chalamel Chalamel parler et vous aurez l'occasion de rebondir au besoin. Oui. Voilà un homme violenté. Voilà un homme qui est au bord du suicide. Parce qu'il découvre une réalité qu'on lui a cachée. La femme peut l'avoir fait en début du mois de janvier, même 2017. Le gars attend la grossesse depuis rien. Certainement, même le voisinage, on a déjà dit, il a annoncé à ses amis, on dit que tu dois avoir un problème. Va te faire soigner. Peut-être même il a commencé un traitement en cachette, parce qu'on connaît aussi l'homme. Oui. Sans que la femme ne soit au courant, on dit que le niveau de spermatozoïde est bas. Alors que la femme a posé un acte. Voyez-vous jusqu'à quel point la femme est perfide, perverse, dangereuse, cynique. Ne vous permet pas, Chalamel. Cynique. Soyez poli envers les femmes. L'homme a pleuré jusqu'à avoir le oui, c'est vrai. Eric aussi. Oui, Florazé. Chalamel en fait un peu trop parce que l'histoire ne nous dit pas oui. D'accord. L'histoire ne nous dit pas que si la femme est allée plusieurs fois chez son mari, si elle a parlé avec son mari, on lui dit chérie, je n'en peux plus. Peut-être qu'il n'a pas été. Et aussi, Eric aussi. Oui. On a trois. Laissez-moi vous rafraîchir. En Afrique, il faut pousser. Le mariage, il faut rappeler aux uns et aux autres. Je vais rappeler à Chalamel. Attendez-vous, Florazé, allez-y. À Chalamel, qu'on ne se marie pas seulement pour les enfants. Les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Allez vivre en Europe. C'est en Europe qu'on ne se marie pas pour les enfants. En Afrique, c'est pour les enfants. On ne se marie pas. Il faut justement sortir de cette idée. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants. Donc elles ne peuvent pas être amoureuses, elles ne peuvent pas être dans des foyers, c'est femmes qui ne peuvent pas à deux enfants. À deux enfants. Je le dis en regardant la caméra. Oui, allez-y. À deux enfants, ce n'est pas votre femme, elle peut encore partir. À 3, elle peut même vous abandonner, prendre la vie part. Oui. À 4 et à 5, c'est votre femme. Commencez à lui dire que c'est votre façon de voir les choses. C'est votre façon de voir les choses. Commencez à lui dire que j'ai construit une maison là-bas. Commencez à lui dire, elle dit à 5, 4 et 5. Commencez à lui dire que comme tu vois comme ça, là, j'envisage d'acheter une voiture. Parce que ça, c'est votre femme. À deux, ce n'est pas encore votre femme. Voilà. Donc vous épousez une femme. Chalamel et Florazé. D'accord. À deux, ce n'est pas votre femme. À trois, ce n'est même pas encore. Merci infiniment. On a bien compris quels sont vos avis sur cette question. Alors, tendance, un petit mot là-dessus. Non, mais comment on ne peut pas accoucher jusqu'à coucher ses intestins? Nous, on sait comment ça se passe. Quand nous, les femmes, même vous aussi, vous couchez. Non, on doit accoucher jusqu'à coucher ses intestins. Ça dépend. L'homme doit plutôt flatter son épouse. Mais quand l'homme pleurait, toi-même, tu as eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui, bon, mais ça dépend. Tu peux flatter ta femme. Elle peut faire ça pour un temps. Oui. Après, tu la flattes, tu dis, ouais, mon bébé, toi-même, on n'a fait que toi. Où est mon héritier? Où est mon successeur? Parce qu'il y a une différence entre le successeur et l'héritier. Maintenant, tu dis, ouais, bébé, où est le monime de ma mère? Où est le monime de mon père? Et elle comprend. Mais quand tu viens, elle fait comme si tu étais un dictateur, ça fait mal. Ce n'est pas toi qui accouches. C'est la femme qui accouche. On sait comment ça se passe avec les contractions. Comment on te dit pousse. On ne se lève pas matin pour accoucher parce qu'il faut accoucher. Quand on accouche l'enfant, c'est pour assurer son éducation. Montrer l'enfant le droit chemin. Dis à l'enfant que quand on se réveille le matin, on doit dire bonjour papa, bonjour maman. Parce que quand tu accouches contre les enfants, tu n'as un peu de temps pour leur donner les conseils. On ne va pas stresser les femmes qui n'ont pas d'enfants parce que Chalamel a dit non, en Afrique, il faut les enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? Que nos grands-parents, nos parents qui avaient des cheptels d'enfants éduquaient mal leur... Là, c'était avant Eric, la vie ne coûtait pas cher comme maintenant. Nous sommes au temps moderne. Là-bas, c'était à l'Antiquité. À l'époque même, mon père rationnait 100 francs. Les 100 francs que mon père donnait, c'était pour qu'on écrase le maïs, on ne peut pas le cuire. On retirait le cuir au champ.
On écrasait le maïs qu'on rentrait du champ avec, et on coupait les feuilles au champ pour préparer avec les ingrédients. Ça pouvait faire le cuit. À nos jours, si tu veux donner même 1000 francs, une femme doit aller sans son nom. Même à 2000 francs, nous avons les villages, on peut faire les champs au on ne village. s'en sort pas. D'accord, Les ok. bons sont pris, acheter tous les champs. D'accord, Dans le nos temps, villages, les patrons. le temps qui nous est imparti est déjà écoulé, on a épuisé le temps. On va prendre quelques messages, Florazé, rapidement. Et puis, voilà, qu'on continue à enflammer ce débat ce matin. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est Joël Ndokmo qui réagit depuis Côte-Bloc. À mon avis, la décision du nombre d'enfants dépendra de la femme, mais encore plus du gynécologue, car la famille a besoin de cette femme pour encadrer ses enfants. Oui, parce qu'on ne se marie pas pour les enfants. Cet homme a déjà 3 enfants. Il veut quoi exactement? Il veut quoi de plus? Et je ne suis pas d'accord avec cet homme. Il veut sa mort. Si on a couché encore, elle aime, tu fais comment? D'accord. Oh. Alors, je prends en exemple le Canada, qui est l'un des pays les plus vastes au monde. Ils font venir les citoyens du monde entier chaque année, car la population est justement une grande richesse. Elle aurait pu consulter son mari avant toute chose. Voilà, Ok. voilà, on a libéralisé l'ouverture des frontières, la libre circulation. Ça vous dépasse, à faire entrer les gens, les Tchadiens. N'accouchez pas. Merci beaucoup, même si aussi on peut également relever ce matin d'autres paramètres liés au nombre d'enfants en Afrique. J'ai eu dire dans un lieu que je ne citerai pas sur ce plateau ce matin, que ce qui présidait, gouvernait souvent le nombre d'enfants des parents à l'époque, c'est que c'était une assurance. Donc on fait 5, 6, 10 La vie enfants n'était pas chère. en comme espérant que voilà, si 2, 3, 4 meurent, il reste 6. Ouais, Bon. ce n'est pas vrai. J'ai souvent entendu ça Mais c'est et pas ça vrai. m'a horrifié, moi Non, personnellement. c'est pas vrai. Donc si c'était ça, sincèrement, c'est quand même compliqué. Heureusement que ce n'était pas ça. Heureusement. Puisqu'on est même venu prendre les tirailleurs ici pour aller les sauver Voilà. là-bas. Donc, Dans la guerre qui ne nous parce que- concernait pas. parce- Et si on n'avait pas fait d'enfants? Parce que faire Il les ça, aurait Bengan, faire les enfants et être aussi cynique en disant si je fais 10 et que j'en perds 5, il me reste 5. On ne Il l'a faut savoir jamais le faire. dit. Ils n'ont pris ici Heureusement- depuis la traite des heureusement que- Noirs, heureusement que c'est pas ça. la traite des Noirs jusqu'à la colonisation et même les guerres, les 2 guerres mondiales. D'accord. Alors, Très bien. si on n'avait pas fait d'enfants en Afrique, Ok, merci à vous, madame, monsieur, de continuer à réagir sur Equinox Télévision pour évidemment laisser monter le débat sur cette thématique ce matin. On va aller prendre la colère de Charles Hamel, la toute première colère de 2018. Eh bien, on passe au scanner, les différents discours du président Paul Biya. Tout de suite. Ce jour, sur la valeur des discours, mieux des mots dans ce pays. Quel crédit peut-on encore accorder aux discours dans ce pays tellement nos oreilles en ont écouté? Comment comprendre le fait que les discours de nos politiques subissent pour la plupart un make-up étonnant? À quoi nous servent encore ces discours aux effets enchanteurs et creux? Comment comprendre ou comment devrons-nous vivre dans cet univers carcéral de l'heure de virtualité de trompe-l'œil? Et si on s'arrangeait tous désormais à éteindre nos postes récepteurs et téléviseurs face à des prédateurs qui ont plus de 30 ans de pouvoir, ont réussi l'exploit de transformer ce pays en une véritable cour royale où seul paye le souffle des griots chantant la louange du Dieu créateur. Quelle est la portée de ces discours vides de sens, creux, face à des scènes indicibles de dégénérescence sociale, annihilantes des efforts de progrès de la majeure partie du peuple camerounais? Combien de discours dans ce pays ont prôné et encouragé l'application des principes de démocratie, bonne gouvernance et respect des droits de l'homme? Les a-t-on seulement respectés mis en application? Point d'interrogation. Combien de discours ont promis à l'ensemble des Camerounais la fin certaine des difficultés extrêmes auxquelles ils sont confrontés en raison des multiples maux qui ont envahi la classe politique? Consultez les discours de la dernière campagne présidentielle de 2011 et là vous compterez avec moi combien de fois est revenu le terme « bonne gouvernance ». Après plus de 30 ans de beaux discours dénaturés, exécrables, fourvoyés, désaxés, la corruption s'est implantée de plus belle dans le pays. La justice camerounaise n'existe plus que de nom.
malgré un simulacre de lutte à travers la création des cellules bidons, CONAC, ANIF et le battement des programmes voisins, l'application consensus de l'article 66 de la Constitution, axé sur la déclaration des biens privés de tous les occupants ou aspirants à la gestion des parcelles de pouvoir. Comment comprendre qu'après plus de 10 ans de discours encenseurs, le Cameroun n'est toujours pas en paix avec lui-même? Trop de frustration, des rancœurs, d'égoïsme, de jalousie, de trahison, de crimes impunis, de revendications, de fraude électorale, de détournement de fonds publics, de promesses non tenues et de gangstérisme d'État, sans toutefois oublier des fuites de capitaux et de cerveaux. À quoi nous servent donc ces fameux discours qui contrastent étrangement et paradoxalement avec la réalité? À quoi nous sert-il d'écouter tous ces discours prononcés par ces malvoyants politiques qui ne sont pas encore rendus compte que le sentiment national reste fragile avec certaines communautés ethniques et linguistiques qui sont habitées par l'impression selon laquelle leurs valeurs et leurs richesses sont essentiellement exploitées et leurs doléances presque toujours rejetées? Hier encore, on a assisté à la reproduction du déjà vu et entendu, autoglorification et déconnexion totale de la réalité du terrain, sans toutefois oublier des formules creuses. Hier encore, on a assisté à une répétition générale de mots anesthésiants et plats. Aucune vision sur le plan économique. Aucune détermination à combattre les détournements des deniers publics. Aucune allusion au récent scandale enregistré au concours de l'ENAM, où un mort a réussi à passer, bien que mort, les résultats de l'ENAM. Aucun échéancier précis pour les élections prévues si l'on se réfère à la durée officielle des différents mandats. Aucune vision véritable sur le processus de décentralisation qui, soit dit en passant, a démarré dans leur imaginaire. Aucune ambition véritable sur le devenir de notre nation qui est en train de chavirer. Contradiction apparente sur la crise anglophone où on parle de dialogue et encourage en même temps la répression en termes à peine voilés. Depuis longtemps maintenant, l'exercice quotidien des Camerounais de regarder impuissants nos rues se dégrader, nos talents fuir, nos jeunes exploser, notre pays s'appauvrit, baisse du niveau de vie, le chômage devient héréditaire et croît à une vitesse grand V, surtout le chômage des jeunes, bien qu'on ait dit avoir recruté plus de 400 000 jeunes. La cohésion sociale est un danger. Nous vivons aujourd'hui une crise sociale sans précédent. Nous vivons aussi une crise politique qu'on veut masquer. La fracture est profonde, messieurs. Arrêtez de nous donner des discours creux et plats. Nous avons aujourd'hui un peuple démotivé, démoralisé, où les insécurités et la violence atteignent des niveaux records. Des secteurs entiers de la vie de la nation sont en proie au doute et au désordre. Justice, police, santé, éducation. Les Camerounais sont inquiets pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Chaque jour, nous mesurons les difficultés de vivre au Cameroun, tandis que vos discours disent le contraire. Peut-on prôner le dialogue et instruire aux forces de l'ordre d'être sans pitié face à des populations mendiantes de la paix? Une chose demeure sûre, on connaît au Cameroun le vivre ensemble, mais pas le manger ensemble. Bon appétit et bon discours. Donc, discours au final qui, comme vous le dites, Charles Hamel, ce matin, discours qui sonne creux. On a envie de revenir justement à l'époque romaine où l'empereur Jules César était censé, dans une transition d'une année à l'autre, prendre la parole et établir un bilan de ce qui s'est passé l'année qui vient de s'écouler et surtout se projeter vers l'avenir. Et cette tradition s'est perpétuée à travers le temps, récupérée avec le temps grégorien. Et aujourd'hui, on remarque très bien que de nombreux chefs d'État profitent du 31 décembre généralement pour donc s'exprimer face à leur peuple. Sauf que l'exercice en question, à quel fondement, comment comprendre l'exercice des discours? Est-ce, bon, Bengan, le moment peut-être pour un président de la République de communiquer avec son peuple, de dire des choses réelles, ou c'est souvent peut-être aussi un moment d'enfumage politique et tout ce qu'on peut également noter sur ce que Charles Hamel a dit? Non, vous avez parlé le terme, vous avez utilisé le terme calendrier grégorien. Effectivement, lorsque nous nous sommes arrimés à ce calendrier, même lorsque l'année
fiscale, l'année budgétaire allait de juin à juillet l'année qui suivait. Le premier, c'est-à-dire la fin de l'année grégorien, marquait pour chaque chef d'État ou de gouvernement de prendre un certain nombre d'engagements envers son peuple. Vous avez bien dit, envers son peuple. Donc, malheureusement, c'est devenu un rituel qui, comme le disait encore Jacques Chirac, aux militants ou alors aux populations, que les engagements d'un homme politique n'engagent que ceux qui y croient. Donc, ne concernent que ceux qui y croient. Donc, en fait, c'est pour dire que nous ne devons plus croire aux engagements des hommes politiques. Mais à quel moment un chef d'État fait un discours, tient son allocution comme homme politique seulement? À quel moment tient-il son allocution comme homme d'État, donc oui, proche des peuples? C'est entre ces deux casquettes-là, j'allais dire, il y a un fossé. Il y a un fossé. Ils ont pris, nous avons pris... Il y a une confusion des rôles. Voilà, il y a une confusion. C'est-à-dire, mais nous avons mal analysé la situation au point où nous avons pensé seulement que le chef de l'État va parler à la nation. Et on a oublié carrément l'autre aspect, l'autre casquette qui veut que ce soit un homme politique. Et c'est malheureusement lorsque, au cours d'un discours, on se rend finalement compte qu'en fait, on attendait un chef d'État, c'est un homme politique qui a parlé et on tire les conclusions. Et à juste titre, dont je partage d'ailleurs les orientations de Charles Hamel tout à l'heure. Parce que je prends seulement deux cas. Il a parlé de dialogue, il a toujours prôné le dialogue, et tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, d'abord pour la crise anglophone dont il fait allusion. Il a dit lui-même qu'il a créé, que le dialogue est fait dans le cadre de la commission de bilinguisme et de multiculturalisme, alors que deux éminents membres de cette commission-là, David Aboué-Machoyi et le professeur Fouambozo. Oui, tout à fait. On dit que Fouambozo, c'était d'ailleurs ici, sur les plateaux de la chaîne de télévision, et qui noce dans 237 le débat il y a moins de mois. Il a dit, la présidence de la République nous a dit que ce problème ne nous concernait pas. Et Aboué-Machoyi, quand le nommé l'a dit, si c'est pour résoudre le problème anglophone, je pense que cette commission n'a pas vocation pour. Donc voilà, donc pourquoi donc le président vient nous dire aujourd'hui qu'il a engagé le dialogue. Et l'autre dialogue qu'on a vu les élites anglophones aller dans ce nord-ouest a d'abord été en conclusion saboté par j'allais dire, les maîtres, les gens qui coordonnaient ce soi-disant dialogue. Le premier ministre actuel, Yann Philemon, chef de la délégation dans le Nord-Ouest, l'ancien premier ministre Peter Mafan Moussongue et président de la commission de bilinguisme et chef de la mission dans le Sud-Ouest, ils n'ont pas réussi à coordonner j'allais dire, leurs consultations pour faire un même rapport. Et surtout, le rapport n'avait pas été remis au président de la République, a été remis au secrétaire général du comité central du RDPC. Bon, ça veut donc dire que le RDPC a procédé à des consultations qui auraient retransmis au président, à leur président, toujours dans la casquette d'un homme politique. Donc en fait, c'est ce qu'il appelle consultation à de mon dialogue. Mais l'autre chose qu'il faut dire, je vais peut-être terminer par là. Oui, merci. Jeudi, le 1er juin 1995, le président de la République nous dit le bout du tunnel. Nous, on a pensé qu'on sortait du tunnel parce qu'on était déjà depuis 10 ans dans le plan d'ajustement structurel qu'on est engagé depuis 1986, en 1995 du bout du tunnel, alors que nous on s'enfonçait plutôt dans le tunnel. Donc le bout, c'était le bout d'entrée, ce n'était pas le bout de sortie. Donc on a pensé qu'on allait sortir de la crise. Et quelque temps après encore, son ministre des Finances de l'époque, Justin Dioro, accorde une longue interview à nos confrères de Jeune Afrique Économie. Il dit, comment le Cameroun va sortir de la crise? On n'est pas sorti de la crise, malheureusement. Donc, moi, je lui retourne, lui, le président de la République, ses propres interrogations. Lorsqu'il appelle la nation camerounaise à ne pas fêter le 20 mai 1984 à cause du coup d'État, il a fait un discours le 18 où il disait, il avait conclu ceci. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants?
moi, je lui retourne ces questions-là. En espérant qu'il vous réponde. Et est-ce que, au final, dans un pays où la parole présidentielle devient de plus en plus rare, hein, parce qu'effectivement, et c'est pas tous les jours que le président Paul Biya prend la parole pour s'exprimer devant le peuple camerounais. Donc, chaque fois qu'il prend la parole, il y a des attentes que cela suscite. Et au final, on se rend compte, en fin de compte, que rien n'a été dit de manière à ce qu'on ait une pression claire et certaine. Florazé, vous avez jusqu'ici été satisfaite de tout ce qui a été dit par le président Biya, surtout que c'est un discours quand même beaucoup de généralité, sans chiffres. Oui, tout à fait, surtout sans chiffres, parce qu'on s'attendait justement à avoir un bilan assez consistant sur... vu le contexte dans lequel le Cameroun se trouve, on est en pleine crise socio-politique. Alors quand j'écoute moi, ça va croire que le président de la République est très mal entouré. Mais je suis quand même satisfaite que je vais dire que ce discours a été fait ainsi. Parce que c'est fini au moins les ministres, alors cet entourage, ce gouvernement qui affiche des statistiques qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle on se retrouve, avec des rapports qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Donc qu'il est fait comme ça veut dire que oui, le Camerounais, le citoyen, s'occupe déjà de la question politique au Cameroun et de tout ce qui se vit au Cameroun. Donc il n'y a plus qu'on monte au Camerounais ou alors qu'on essaie de biffer sur certains problèmes. Parce qu'effectivement, on peut faire le débat sur ce qu'il a dit ou pas dit, mais sauf que il y a quand même que ce qu'il a dit, il y a de nombreux points qui suscitent de nombreuses interrogations. Oui, il s'est par exemple félicité du fait que le Cameroun soit retourné au FMI par exemple, en évoquant, en brandissant ce qu'on appelle la FEC, qui n'est autre qu'un pass avec le programme d'ajustement structurel. La FEC, c'est facilité élargie de crédit. Donc, il s'est réjoui de cela. Comme quoi le Cameroun a été dans une formule de résilience en 2017. On sait tous que le Cameroun n'était pas dans la résilience. Le Cameroun était en récession, par exemple. Mais également, vous avez vu, tout au long de l'année 2017, on a eu pas mal de très grosses sommes qui ont été injectées dans des domaines bien précis qui touchent le Camerounais, mais maintenant, à des fins plutôt ridicules pour le citoyen. Alors aujourd'hui, justement, on revient, quand on essaie même de peser entre les discours qui ont été établis il y a 2 ou 3 ans, c'est-à-dire on est entré dans les grandes réalisations, on est revenu à les grandes ambitions, on est revenu avec les grandes réalisations. Alors lorsqu'on est aujourd'hui en 2018, vous voyez qu'il y a un grand fossé entre ce qui est dit et ce qui doit être fait. On est en plein dans une ère très critique. Les élections qui approchent, naturellement, chacun va peser au niveau des mots qui vont être dits et élaborés. Voilà pourquoi moi je suis quand même un peu satisfaite que le président de la République ne soit pas justement entré, même si au niveau, par exemple, des temps forts qui attendent le Cameroun, notamment à travers la CAN 2019 et la crise anglophone. C'est-à-dire qu'il a encore donné sa parole au niveau du dialogue. Il a pris sur lui, justement, sur l'effectivité des infrastructures et de l'organisation de la CAN 2019. Alors, de vous à moi, Eric Fopissi, on est là au Cameroun. Vous voyez les infrastructures, vous voyez dans quel état le Cameroun se trouve. Donc, on n'a rien de palpable. Le discours n'a pas été convaincant. Le Camerounais n'a pas été convaincu. La citoyenne que je n'ai pas été convaincu justement des questions politiques qui doivent être justement abordées, qui devraient être abordées par l'homme d'État et non par l'homme politique. Très bien. Et donc, Tendance, on imagine également que tu avais toi aussi quelques attentes. Tu espérais que le président évoque des sujets et j'espère que tu en as eu pour ton compte quand même. Oui, moi un peu. Du coup, mais sans que sur moi bien, j'ai un anniversaire. Je t'annonce, j'ai un anniversaire. J'ai envie de parler à mon père ce matin. Papa, qui a fait ton discours? Il faut refaire. Qui a même écrit son discours? Il faut refaire le discours là. Parce que les Camerounais se sont fâchés sur les réseaux sociaux. On dit que ton discours n'avait pas de sens. Toutes les filles qui ont téléchargé ta vidéo du discours dans mon groupe WhatsApp, Imo Viber, je les ai bloquées. Et l'autre jour, j'ai bagarré une fille au marché. Il y avait une femme, oui. Tu sais pourquoi il bagarre avec un bonbon? Non. Parce que chaque fois ici qu'elle dit que mon père, laissez mon père tranquille, elle dit que c'est le plan pour qu'on m'invite au palais. Ma chérie,
Je suis allé au palais. L'année dernière, je suis sûr que la première avait donné mon billet, mon carton d'invitation, on ne m'a pas donné. Restons vraiment sur le discours. Non, on va encore rester sur le discours. Et ce que tu as retenu ou non, ce que j'ai retenu, c'est de que ce discours-là, oui. Jusqu'à présent, le père veut toujours que la paix règne dans le pays. C'est vous qui vous entêtez, vous faites le désordre, la délinquance. Il n'a jamais encouragé le mauvais comportement de certains Camerounais. D'ailleurs, il a dit, on s'entraide dans la vie. C'est parce qu'il a dit, que dans la vie, on s'entraide, qu'on laisse le mal, on regarde dans la même direction, on doit aimer chacun et son chacune, et sa chacune. Chacun et sa chacune, c'est-à-dire, je dois t'aimer, Eric, tu dois aussi m'aimer. Si je suis en difficulté, je viens te voir, tu m'aides. Si je suis en difficulté, je viens voir Fleury, comment ça ne va pas. Tu m'aides et tout passe la vie continue. Ça c'est plutôt... C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes les mendiants de la paix. Ça c'est plutôt le discours d'un homme d'église. Non, pas un homme politique, mais un homme d'État. Parce que les gens ont dit que le discours du père n'a pas de sens. Moi j'ai vu qu'il y avait des sens. Parce que dans le discours, il dit toujours qu'il a toujours voulu la paix dans la zone anglophone. Les gens disent qu'il n'est pas encore descendu là-bas. Il va descendre. C'est que vous mettez trop la pression. Très bien. Il est d'abord fâché parce qu'il a envoyé les notables là-bas. Vous n'avez même pas donné l'occasion aux notables de s'exprimer. Oui, il a envoyé 2 notables là-bas, oui ou non, bon. Oui. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, Charles Hamel, on est donc en plein dans les différents discours qu'on a souvent entendus de la part du président Paul Biya au Cameroun, des discours qui, au final, et vous l'avez sûrement bien noté, et ce matin d'ailleurs encore, l'honorable député SDF Jean Chalicheux réagissait sur ce discours et disait d'ailleurs que ce discours était plutôt une autoglorification. Je pense que c'est pas nouveau. C'est pas un fait nouveau de savoir que chaque fois que le président prend la parole, c'est toujours pour mettre en avant et prendre sur lui des victoires qui ne sont pas les siennes. Par exemple, dire que les Lions ont gagné et que c'est une victoire qui est à son actif, c'est quand même un peu gros pour passer. Oui, ça peut être gros, mais c'est sous son règne, entre guillemets, que cela s'est tenu, donc forcément il doit se l'approprier. Disons-nous la vérité très simplement. Depuis des années, on est habitué au discours. Un discours a ceci de particulier qu'il présente des faits. Oui. Il présente des chiffres. Il présente une histoire et il conclut par des propositions et une perspective. Je ne pense pas que nous le suivons suffisamment. On a parlé de bonne gouvernance. On a parlé du principe, on a parlé de fonctionnaires fictifs. On a parlé de fonctionnaires paresseux. On a parlé de fonctionnaires clignotants. On a parlé de ces individus qui ont confondu les caisses publiques en la caisse privée. Quelle a été la suite? Quelle était la suite? Nous étions en 2015. Quelle a été la suite? En 2016, oui. En 2017, point d'interrogation. Nous avons eu des ministres qui sont sortis et qui ont dit, à travers des discours, qu'il n'y a pas de problème anglophone. On peut les citer, ces ministres qui l'ont dit. Mais force a été de constater que, peu de temps après, le chef de l'État sort, fait un discours en disant, il est clair que, il reconnaît ce que ces ministres ont dénié il n'y avait pas longtemps. Hier encore, on a suivi un discours fait par le chef de l'État. Mais je suis surpris que les statistiques soient données par des ministres qui ont écumé tous les plateaux de télévision étrangement, comme si une instruction, un ordre avait été donné que, messieurs, dès qu'on finit de dire, dehors. Allez expliquer. Allez expliquer. Ça se voit aussi en France souvent, hein, quand le président... Je dis, allons de manière plate. Oui, vous parlez de la France, oui. Emmanuel Macron a pris la parole 150 fois. Depuis oui. Qu'il est installé, il a pris la parole 150 fois et sur les sujets les plus basiques. Oui. Chez nous, c'est 4. Au perron de l'Élysée, lorsqu'on revient d'un voyage, le 10 février et le 31. Citez-moi autre. C'est rare, quand même. C'est très rare. La parole présidentielle se fait rare et... nous avons des problèmes. Oui, ça un peu, l'héritage... Deux conseils d'administration extraordinaire au niveau de la Cameroun. En un mois. En un mois, posez-vous des questions. Nous avons des problèmes. Sur le plan énergétique, on a des problèmes. Nous avons des problèmes d'ordinateur. Si c'était le don du chef de l'État, il devait en parler. Donc cela démontre à suffisance que c'était une fumisterie. Cette affaire d'ordinateur, il devait en parler dans son discours. Je m'attendais à ce qu'il prenne la question en disant, vous avez voulu les ordinateurs, les voilà. Il va attendre le 10 février. Espérons qu'il pourra dire, nous avons des problèmes. Oui. Nous sommes en récession. Nous ne sommes pas dans une période de résilience comme le chef de l'État a voulu nous dire. Donc moi j'estime aujourd'hui que les discours devraient passer plus tôt. On a l'article 66. Depuis 96, ça fait 22 ans aujourd'hui.
Ça fait 22 ans aujourd'hui. Déclaration des biens et avoirs. J'ai dit, ça fait 22 ans aujourd'hui. Oui. Mais ça n'a pas encore pris effet. Alors j'estime qu'on dit des choses pour plaire. On dit des choses pour amadouer. Mais sur le fond, ce n'est pas ça. Et ça fait mal. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui. Moi, il y avait beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes. J'étais à peine en train de dire, ok, voilà, je suis sûr qu'on en a le repas, que j'entends vivre le Cameroun. Vous êtes resté sur votre faim, vous voulez dire, Chalamel, comme d'autres Camerounais, comme vous aussi. Cela pose aussi un problème de la crédibilité de la parole politique. L'insécurité alimentaire, on n'en a pas fait cas. Oui. Ces 2,5 millions dont vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est qui? Ce sont des Camerounais. Nous avons eu les réfugiés au niveau du Nigeria. On n'en a pas parlé. Nous avons des Camerounais qui sont rentrés de la Libye. Dans le discours, rien n'a apparu. Mais ce n'est pas des Camerounais. C'était pas un problème camerounais. Attends, on est en train d'aller où? Nous avons le kit de sécurité des vaccins. Donc on a atteint, on a touché le fond à ce niveau avec les vaccins BCG. On n'en a pas fait cas. On parle de la santé universelle qui a été tant réclamée par le docteur Yves Basson qu'on a affecté à ce moment. Quand même. Mais quand même, il a été appelé à gérer le comité technique qui va donc réfléchir sur la mise en place de cette assurance maladie universelle. Donc ça montre aussi que quelque part, l'ordre des médecins le rejoint le docteur Basson au final. C'est toujours un peu intéressant de voir comment le CIMEC a porté ce dossier-là. Donc Bengan, je souhaite qu'on finisse sur la crédibilité de la parole publique politique au Cameroun. On en parle un peu de façon comme ça, laguée, mais c'est important que le peuple retrouve en ses dirigeants une confiance dans le discours politique. Tout à fait. Je reviens là dans le milieu des années 80, début des années 90, et notre compatriote Célestin Monga l'avait dit à l'époque. Économiste, on l'avait critiqué un discours du président de la République le 31 décembre 1990. On l'arrête en janvier, le début janvier 91, on le met en prison. Et lorsqu'il a continué, il a dit quelque chose d'important. Il reste encore dans ma mémoire, dit, le chef de l'État doit parler moins. Il doit éviter de parler, il faut s'arranger, il faut qu'il s'arrange à dire des choses vraies pour accrocher. Et je pense que plus de 27 ans aujourd'hui, le président n'a pas compris cette leçon-là. Justement, même notre confrère également, Xavier Messé, le disait encore la semaine dernière. Il disait, pourquoi les hommes politiques qui nous dirigent ne lisent même pas les éditoriaux des journaux, n'écoutent pas les chroniques qu'on fait? À quoi ça leur sert-il donc de dire on a une multitude des organes de presse au Cameroun et pourtant il est censé avoir sur sa table avant 8 heures tous les matins un condensé de la presse écrite camerounaise sur sa table. Donc, en France, il suffit qu'un média parle des trucs que les procureurs s'engouffrent pour faire des enquêtes. Donc en fait, chez nous, malheureusement, c'est des hommes politiques qui nous ont habitués à faire des discours où il n'y a rien dedans. D'accord, donc c'est ainsi là la crédibilité de la parole politique qui est donc ainsi mise en mal. On va donc, mesdames, messieurs, marquer une pause et revenir pour la suite du Zénith de ce 2 janvier 2000. Retour donc sur ce plateau du 10-12, le Zénith. Mesdames, messieurs, merci infiniment à vous de nous accorder votre confiance et vos préférences visuelles en nous regardant d'où vous le faites ce matin dans cette émission consacrée donc au sujet qui gouverne, qui consacre notre vivre ensemble et pourquoi pas notre manger ensemble, pour faire un clin d'œil à Chalamel en début de cette deuxième partie. On va la commencer avec donc quelques de vos messages, vos réactions que vous nous envoyez. Vlorazé, vous êtes cherché de nous donner un peu le pouls de la situation. Il y a tellement de SMS. Oui, allez-y. Ouais, bonne année encore à tous nos chers téléspectateurs. Alors, le discours du chef de l'État était vide, comme des promesses tenues depuis ces 30 années de règne. C'est Ghislain qui s'exprime. Autre SMS, le discours du président n'a été ni touchant ni émouvant. Nous savons tous que les Camerounais prônent la paix, mais sauf que cette paix est une utopie. Alors, nous avons perdu combien de gendarmes? Combien de militaires en 2017 ont été égorgés dans des conditions assez horribles? En étant le chef suprême des armées, le chef de l'État devait au moins s'incliner devant la mémoire, tenir un discours à l'endroit de ses veuves.
Mais il a quand même souhaité, pour préciser, il a quand même souhaité ses condoléances à ces familles qui ont donc vécu ces drames-là, ces coups. Donc, vous savez, c'est le chef de l'État. Et c'est à ce moment qu'on veut se reconnaître. La dernière fois, vous vous rappelez de cette jeune fille qui avait perdu la vie lors des épreuves sportives au baccalauréat. Oui. Le chef de l'État avait donné son nom par devant la caméra. Juste ce geste, vous savez quel réconfort ça va apporter aux parents de la famille. On aurait souhaité au moins qu'ils disent la famille de X, la famille. C'est ça le rôle. À un niveau quand on parle de conciliation, ou de conciliation, c'est ça ce qu'on attendait du chef de l'État. Oui, surtout lorsqu'on voit comment d'autres font dans leur pays et accordent la considération aux citoyens. Lorsque ailleurs un seul citoyen est peut-être pris en otage à l'extérieur du pays, souvent on voit ces présidents-là aller eux-mêmes les récupérer, ces citoyens-là. Ça montre bien la considération qu'on accorde donc à des concitoyens. Nous on s'attendait même par rapport aux migrants. C'est vrai. C'est celui qui a écrit le discours qui a tort. C'est celui qui a écrit le discours qui a tort. Il te regarde tendance. Qui me regarde? Celui qui a écrit le discours, bien sûr. C'est toi qui mets mon père dans tous ces problèmes. Parce qu'il ne peut pas tout décider seul. Il y a les choses que tu dois lui rappeler. Que papa, par rapport à tel cas, voilà comment tu vas commencer avec le discours. Non. Tu as très mal fait d'écrire le discours là. C'est pour ça que j'ai dit à mon père qu'on va encore réécrire le discours, détailler tout ce que Charamel vient de dire. Oui. D'accord. Parce que je vois comment les Camerounais sont tendus, mais c'est que ça va aller. Voilà. Et puis un bon chef, c'est aussi se voir aussi à la manière avec laquelle il choisit ses conseillers politiques, ses conseillers politiques. D'autres messages, Florazé, ce matin? Oui, une fois de... Alors, très déçu de nos dirigeants. Voilà, plus de 18 ans, les huissiers de justice dans leur ensemble sont abandonnés et oubliés. Pas de nomination, pas d'examen de sortie. 18 ans déjà, pas d'entrée en stage. Que faire? Aidez-nous, nous mourons tous les jours de stress. Et Samy qui réagit ce matin. Voilà, le message est passé, Samy. Hein, non, il y en a qui étaient et c'est clair. C'est ça qui a apporté, qui a ajouté la poudre, qui a jeté la poudre au feu dans la crise anglophone. Oui. C'est-à-dire que le ministre de la Justice a proposé une nomination des notaires et de justice francophones dans la zone anglophone, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 68 de la Constitution. Voilà, et propre également aux us et habitudes dans cette partie du pays qui, même si qu'on le veuille ou non, est quand même dans un de common law et à sa manière à elle d'avoir la justice en face. Donc c'était important aussi qu'on le rappelle ce matin et surtout qu'on revienne dans ce que le Cameroun a dans son histoire comme bonne disposition pour l'avenir. D'autres messages, Florazé? Alors le discours nous a prouvé qu'il ne peut même pas nous donner de l'eau potable. C'est Amédée qui réagit ce matin. Autre réaction, longue vie à l'émission. Bon, les enfants... on accepte pour une fois au moins. Alors les enfants sont une bénédiction de Dieu en Afrique. On ne compte pas le nombre d'enfants si ce lit. Alors, si c'est lié à des problèmes de santé, on doit tout simplement faire avec son épouse. Et si on en a besoin de beaucoup, on prend une deuxième épouse. Et si c'est l'homme vous ne découragez pas de votre lancée. Et si c'est l'homme qui a ce problème de conception. On sait comment ça se fait. Oui, on fait dans un traitement. Dans le temps que ça dure, 5 ans, 10 ans, la femme fait quoi? Ça ne met pas long. Ça met long. Oui, Chalamel, allez-y. Oui, Chalamel, lorsque nous rentrons dans la grande famille Bassa, il y a deux expressions. L'endok et l'enlok. Il y a petit et il y a grand. Oui. Le petit, c'est la famille 2. Lorsque nous allons chez les Betty, les Mvok Betty, vont à Taranambala, plateau, vont à Temande, on cite Vok Fouda, c'est des familles. Lorsque vous entrez à l'Ouest Cameroun, on parle en termes de famille. Ça veut dire que si Florazé appartient à la famille Vok Zé, on sait que leur ancêtre a eu 180 femmes. Et aujourd'hui, la respectabilité même vient du nombre d'enfants issus. Avant de prendre le poids de la lignée. Alors, on parler aujourd'hui de quoi? Le problème de conception a été très bien encadré par les sages, si vous voulez, par justement nos ancêtres et autres. C'est aujourd'hui que dans pas mal de familles,
on a des vérités qui sont dévoilées comme quoi le fils là n'était pas le vrai enfant, justement le légitime de ce papa. Qu'est-ce que etc. vous appelez vrai enfant? Parce que tout ça a été encadré, parce que justement on retrouvait des hommes qui n'arrivaient pas à faire des enfants. Mais sauf que la famille à l'époque on réussissait à encadrer ce type d'information. Je suis d'accord, moi je ne jette la pierre à personne, mais je veux dire ceci. Quand c'est l'homme qui n'arrive pas à faire d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? La femme garde, et souvent même on envoie la femme aller faire des enfants avec un autre homme, et on cache tout ça. Non, aujourd'hui, lorsque la femme officiellement mariée fait un enfant avec quelqu'un d'autre, on fait comment? Bon, on parle dans... Non, je vous dis, le code civil, le code voilà, civil est clair. Mais il y a... L'enfant du père, oui. Voilà, ça veut donc dire que le problème ne se pose pas. Ma femme, ça veut dire les 3 enfants dont l'histoire du jour nous parle. L'homme n'est même pas sûr que c'est lui qui a fait les 3 enfants. En tout cas, mais il en assume la paternité. Le code civil camerounais est clair via le pater donc je pense que c'est ça. Donc l'enfant appartient au père dans le mariage. Absolument. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc le problème de tel mais n'acculez pas la femme. D'accord. Quand cette dernière n'arrive pas à faire d'enfant. Des méthodes contraceptives seules. Bon, je suis d'accord. Au départ, j'ai dit que je suis justement contre cet acte. Mais quand la femme n'arrive pas à faire d'enfant, pourquoi l'acculer? Merci infiniment sur le plateau. On a longuement et suffisamment parlé de ce sujet ce matin. Place maintenant à notre revue des réseaux sociaux de ce matin. Et comme chaque matin, c'est bien Flora Zé qui se charge donc de nous livrer les informations qui font le buzz actuellement. Alors, 2 informations au menu pour cette rubrique de la revue des réseaux sociaux. En tout cas, la première, c'est notamment le discours du chef de l'État, la tradition qui a donc été respectée pour ce 31 décembre, qui est donc le dernier jour, qui était donc le dernier jour de l'année 2017. Le chef de l'État donc s'est adressé hier à le 31 avant-hier justement à 20h. Merci. Le bilan que le président de la République a donc dressé pour cette année 2017 est marqué par la crise anglophone, la crise économique et les victoires des équipes nationales de football en messieurs, volleyball en dames, lors des Coupes d'Afrique des Nations et leur discipline réceptive. Et puis dans le registre des perspectives, le président de la République a fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour que les élections prévues en 2018 se passent dans le calme et la sérénité. Alors sur la toile, chacun s'est exprimé beaucoup plus avec un courroux. Alors certains estiment que depuis plus de 35 ans déjà, le même discours ils ne veulent plus de ce genre de discours. Alors d'autres estiment que même parole sans substance, même promesse, années différentes. Certaines personnes se réjouissent tout simplement de constater que l'arrogance du parti au pouvoir commence justement à prendre un coup. Des ministres, secrétaires généraux, membres du gouvernement, et qui étaient donc tous, comme on l'a si bien vu, respectés sur les plateaux de télévision pour vendre un message méconnu de la réalité camerounaise. Sur la toile, chacun s'est exprimé, des hommes déboussolés, alors sans aucune perspective dans ce discours. D'autres ne se retrouvent pas. Et puis, on n'a encore, aucun chiffre n'a été donné sur l'emploi, comme dans les 2 derniers discours. Que penser justement de cette année 2018? Aucun mot sur la corruption et la moralisation de la vie publique, comme par le passé. Il n'y a plus rien à faire. Autant de commentaires, justement, Eric Faupoussi enregistrés pour ce discours. D'accord. D'accord. Avant que de passer la parole aux uns et aux autres sur ce plateau, je vais revenir quand même pour rectifier le pater is qui aime Nepsia Demontrent. Donc le père est celui que le mariage désigne. Voilà. Pour être tout à fait complet sur ce que dit le Code civil. Bon, on va revenir donc sur le discours du président de la République Paul Biya et les différentes réactions qui ont émaillé, qui ont suivi ce discours-là. Mais ce qu'on va dire quand même, c'est que on a remarqué, Chalamel, et vous l'avez commencé à le dire ici, la vivacité, la spontanéité avec laquelle les membres du gouvernement se sont jetés sur les plateaux de télévision pour venir expliquer, détailler le discours du président, parce que vous savez qu'à une certaine époque,
cela était donc le devoir de certains hommes de lettres, des doctorants, des professeurs d'université agrégés, intellectuels qui venaient décrypter les discours avec des mots un peu plus compliqués que le discours. Donc là, on a eu l'occasion... On n'a plus d'intellectuels. Les intellectuels camerounais ont été phagocytés. Demain, aujourd'hui, intellectuels que les ministres, que ceux qui ont accédé au rang de ministre. Et puis la preuve, regardez, il y a des chaînes de télévision qui ont pratiquement pris la somme, la masse globale de tous les ministres même qui, jusqu'alors, ne s'étaient jamais exprimés sur le micro. On les a retrouvés là, assis sur la télé, en train de faire une fanfaronnade incompréhensible. Pour faire sérieux par rapport à ce qu'ils disaient, je crois qu'il faudrait que le parcours touristique de notre chef de l'État change un peu de sens. Son parcours touristique du genre palais, Vormeka, aéroport, ça doit changer un peu. Il doit rentrer, on doit revoir tout son circuit touristique à l'intérieur du Cameroun. Il faudrait qu'il prenne la peine de descendre à Douala, de descendre même à Yaoundé. Commençons par Yaoundé. Commencez par sa première zone à Anguissa. Qu'il commence par tourner à Anguissa, là où il a été pendant longtemps, il va se rendre compte dans cette zone que les routes, il y a des problèmes de route. Qu'il descende à Essence, qu'il descende à Messa, qu'il descende à Yomaban, à Minboman, il va se rendre compte que ça ne va véritablement pas à travers l'accès des routes. Qu'il descende ici à Douala, on va le guider. Qu'il vienne à Douala, il va découvrir ce qui ne va pas. Qu'il aille à Bafoussam, il va se rendre compte que l'un des membres du Conseil économique et social qu'il a maintenu encore, ça ne va toujours pas descendre de ce côté. Qu'il descende à l'est et qu'il commence par envoyer que donner son conseiller, soit il est délégué du gouvernement, soit il est conseiller. Mais je pense qu'il faut qu'il descende pour toucher du doigt les véritables réalités de ce pays. Donc vous trouvez qu'il est bunkérisé dans son palais à Etoudi et qu'il n'a pas accès aux informations nécessaires. Il y a des gens tout autour de lui, ma foi, à essayer d'observer qui lui disent que les Camerounais ne l'aiment pas. Qui crée toujours la théorie du complot tout autour du chef de l'État. Non, vous ne pouvez pas. Non, monsieur, non, excellence, monsieur le président. Non, je doute fort que le président de la République arrive à Douala, qu'il descende à Douala et qu'il ne soit point accueilli. Je doute fort qu'il arrive à l'est du Cameroun, qu'il aille rencontrer les élites ou qu'il aille même dans ce nord-ouest rencontrer qu'il ne soit pas accueilli. Tout ce dont on a besoin, c'est discuter, échanger, effectuer des consultations. Et j'invite les Camerounais à aller lire le discours de la démission de John Goufontia, qu'ils aillent parcourir le discours de la démission de John Goufontia. Vous allez vous rendre compte que l'épineuse question reste le dialogue. Pour le vivre ensemble, nous l'avons. C'est le manger ensemble que nous n'avons pas. J'aime beaucoup votre expression, vivre ensemble et manger ensemble. Bon, Bengan, on évoque ici un discours qui est déconnecté de la réalité même du terrain de la part du président Paul Biya qui semble avoir donc pris des mots de surface, des mots superficiels pour décrire la situation du Cameroun qui n'est pas la bonne. Absolument. Clairement, c'est une copie hors sujet. Absolument. Voilà, quand il parle de problèmes de santé, il a parlé de la carte sanitaire, un certain nombre de choses. Est-ce que c'est vrai? C'est bon? Est-ce que, comme on l'a dit, les hôpitaux des districts sont vraiment répartis comme on le souhaite? Est-ce que, bien que les hôpitaux des districts existants ont ce qu'il faut pour accueillir les malades? Est-ce que l'accès aux soins de santé? Rien. Il a dit... maintenant assurant, il a donné des instructions pour une couverture santé universelle. Oui, mais le ministre... Pour une discussion. Voilà. Qu'on ouvre le débat là-dessus. J'ai dit donc qu'il a oublié que le ministère du Travail, c'est de la sécurité sociale. Le ministère du Travail et de la sécurité sociale. Où en est-on avec la sécurité sociale? Ça veut dire, comme disait Charles Lamel dans sa chronique tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne sait plus, il ne se rappelle plus qu'il avait pris les engagements de passer de la prévoyance à la sécurité sociale. Donc ce ministère existe. Où en sont? Où en sont? Non, 2004. 2004. Où en sont donc les engagements et des milieux d'affaires et des assurances? Parce que lorsqu'on parlait de sécurité sociale, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, s'il veut donc ramener, ne serait-ce que sur le plan de la carte sanitaire, vous avez donc le docteur Basson qui était à la tête de ce syndicat avec ses autres collègues. Le CIMEC. On les affecte comme on les affecte. Maintenant, on va les intégrer comment dans l'élaboration de cette stratégie. Ne va-t-il pas, sera-t-il pas appelé à l'ordre quand il viendra en réunion?
et tout. Est-ce que va-t-il faire de ces maladies ainsi de trucs? Non, il y a trop de choses de non dites. Il parle du port de Kribi. Quand il parle de l'emploi, il parle du port de Kribi qui sera ouvert bientôt. Mais le port de Kribi, est-ce qu'il y a une route entre EDA et Kribi? Près de 800 milliards de francs CFA engouffrés pour le construire. Et là, on a déjà démarré c'est terrible, le projet de faire des ballons d'exploitation. Rien du tout. L'accès, on va aboutir encore, on risque d'aboutir à l'engorgement du port de Kribi parce qu'il n'y a pas de route entre Kribi et EDA et vice-versa. Donc, la route même de Kribi qui devait arriver à Boleva, ainsi de suite pour continuer, n'existe pas. Mais dernièrement, le ministère de l'économie doit avoir signé un autre accord pour parler de l'autoroute. Mais oui. on va passer par où? Bon, il y avait également le projet d'amélioration de la ligne chemin de fer du Cameroun qui devait évidemment s'élargir. On n'en parle plus. Vous parlez encore de rail? Oui, mais je ne sais pas si on a la voie ferrée. on n'en parle vraiment plus, donc c'est tombé aux oubliettes. Mais on va surtout dire, tendance que au-delà des discours, de ce qu'on a dit, on a évoqué tous les sujets, on a évoqué le plan sanitaire, on a évoqué le plan politique, on a évoqué plein de choses, mais il y a quand même une bonne nouvelle qui est tombée. On a peut-être aussi l'assurance, la garantie qu'en 2018, on aura les élections au Cameroun. Bien sûr. Tu poses la réponse, Eric. Oui, de son discours, parce que c'était pas gagné d'avance, hein, c'était pas gagné d'avance. Donc, il a quand même montré une volonté à ce qu'on aille aux élections. Mais lesquelles? Tel que je vois, Eric, le président, c'est un homme au grand cœur. Hein? Oui. C'est son entourage. Et revenons encore sur Charles Hamel, comment il dit que le président doit descendre sur le terrain, partir à Bafoussam. Il est au courant de tout. Mais je n'ai jamais vu un président... Mais c'est plus dangereux aussi de courant tout. Non, hein. il est au courant parce qu'il est sur Facebook, il est sur WhatsApp, la preuve. La dernière fois qu'il a fait le circuit avec les choses là, vous croyez que le père ne voit pas ce qui se passe? Il regarde toutes les télés. Je sais pourquoi il dit ça. Oui, papa Isaiah Turo m'avait dit quoi la dernière fois? Que je vais l'écrire sur Imo. Qu'il est sur Messenger, je vais l'écrire. Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Il connaît tout ça. Depuis la Suisse, entre Mais la Suisse et le Cameroun. je n'ai jamais vu un président africain qu'on insulte comme pas Paul Biya. Il reste calme. De deux, quand il part en Suisse, vous l'appelez président suisse. Qui vit au Cameroun, sa tête vous énerve. De deux, vous dessinez un père comme ça, assis sur le pot. Vous mettez sur Facebook. Et avec ça, il va vous caresser au sens du poil. Lui aussi, là, c'est nerf. Vous ne pouvez pas dessiner un président de la République assis sur un pot. Vous faites des Photoshop, vous mettez sur Facebook. Je peux vous garantir que... Je vois encore ça sur Facebook. Je peux vous garantir qu'actuellement, aux États-Unis, c'est grave avec les caricatures qu'ont fait de Trump aux États-Unis. Le président de la première puissance du monde, et des États-Unis, Donald Trump, est aujourd'hui le plus caricaturé de l'histoire des présidents des États-Unis. Non, donc c'est pour dire que... C'est pour dire que c'est pas le sujet là maintenant. Le sujet c'est que est-ce que vous avez le sentiment, qu'il y aura des élections en 2018 après ce qu'il a dit et quelles seront les élections? Est-ce que on va pas se diriger vers une prorogation des mandats des députés ou des sénateurs? Prorogation ou pas, la réalité voudrait que la famine a commencé dans le Grand Nord. Et maintenant ce n'est plus seulement l'extrême Nord, c'est tout le Grand Nord. Il a lui-même dit dans son discours qu'on a des problèmes dans la frontière orientale. Ça veut dire que la région de l'Est, ce n'est pas sécurisé. Plus les deux régions anglophones. Ça veut dire que nous aurons en réalité 6 régions du Cameroun qui sont dans une insécurité physique et alimentaire. Une crise sécuritaire. Une crise sécuritaire très grave. Il y aura 4 régions seulement. Maintenant, quand il parle des élections, il a dit que les institutions prévues dans la Constitution seront mises en place. D'accord. On pense à laquelle? Conseil régional. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil régional, ça veut dire qu'on a des représentants par département. C'est des représentants des départements qui vont siéger en Conseil régional. Et on peut donc aboutir à un Sénat qui peut-être encore un Conseil constitutionnel. Et avec tous ces désordres, bon, peut-être il va pacifier parce qu'il va envoyer les militaires. Mais comment on peut envoyer les militaires dans une zone où on a faim? Là, il y a faim, par exemple. Les gens ont faim. Vous envoyez les militaires pour faire quoi maintenant? Ok. En tout cas, c'est un discours qui suscite de nombreux commentaires. On l'a tous remarqué ce matin, madame, messieurs, et surtout dire qu'on aura le temps dans les prochains numéros du Zénith de revenir sur d'autres faits qui ont marqué ce discours. Flora Zé, je vous invite à la prochaine information. Merci, le Eric sujet, Alors, le deuxième sujet, c'est un sujet qui envoie pas mal de familles dans le désarroi. Hier à midi,
Alors on a une société, fermement comme une société de société brassicole qui a donc pris feu. On est à Bonabéry, à Minkwele, c'est à Douala 4e. Alors l'usine de fabrication a donc été ravagée, comme vous avez en image, par les flammes. Précisément, c'est le magasin de stockage des produits finis de fabrication de ce côté qui a donc été brasé par les flammes. On a donc eu une grosse descente sur le terrain. Le gouverneur, le sous-préfet, le délégué du gouvernement, tous descendus sur les lieux pour justement évaluer les dégâts qui pour le moment sont donc estimés à plus à des millions de francs CFA pour le moment. Voilà donc des familles, des pères familles qui se retrouvent, des citoyens qui se retrouvent de plus au chômage. Une enquête est ouverte pour réellement s'étendre sur les causes réelles de cet incendie qui s'est donc produit hier. On est pratiquement dans l'après-midi à midi du côté de Bonabéry. Les pompiers sont, comme vous l'avez en image, sont venus sur les lieux. On a encore eu cette difficulté d'eau, mais les flammes ont quand même été naturellement, de façon très pénible aussi, maîtrisées par les pompiers. Voilà, je pense qu'on ne va pas s'attarder beaucoup sur ce sujet. On va simplement dire que 2018 prend le même chemin que 2017. Le Cameroun est en feu, le Cameroun brûle un peu partout. C'est peut-être la remarque qu'on fera. Oui, tendance. Le feu là sort même d'où? Parce qu'au Cameroun, on parle de la lutte contre le chômage et la pauvreté. Et ce n'est pas la société du Ngomnam, c'est la société c'est la société privée. Waouh, pardon. Les familles vont rester d'un milliardaire. Quand je regarde comme ça me fait mal. C'est un milliardaire. C'est mauvais. J'imagine comment certaines personnes, comment certaines personnes Donc, vont il faut aucun lien. Où est-ce que le feu est sorti d'où? Il n'y avait pas les gardiens. Monsieur Meyou. Les gars étaient en train de boire. C'est comment? Oh, dis donc. Vous savez, parce que cette entreprise tendance mettait les produits, qu'on peut dire, qui peuvent inflammables. Donc, voilà, donc une petite étincelle comme ça peut causer de ces incendies. Bon, vraiment, c'est grave, effectivement, pour des familles. On imagine des familles qui seront au chômage et c'est pas bon signe pour une année, c'est vrai qui commence dans le feu et le chômage. Oui, c'est vrai que les dernières informations que nous avons en possession nous font état de ce que l'usine de production même où j'en travaille n'a pas été touchée, donc ils travailleront. C'est des magasins. Oui, c'est les magasins. Ils travailleront aujourd'hui, donc il n'y a pas. Plus de peur que de mal. Voilà. Un bon s'il y avait mort d'homme, c'était moi pleurer jusqu'à ce que espérons qu'il n'y aura pas de chômage technique si les pertes ne sont pas gigantesques. Les flammes aussi sont étendues, ont quand même touché les maisons environnantes. Donc, en tout cas, les équipes de l'entreprise nous rassurent que ils iront travailler parce que voilà, l'usine de production est intacte. Ouais, heureusement. Chalamel, juste un petit mot quand même sur ce phénomène d'incendie au Cameroun qui se poursuit. Un phénomène qui ne s'arrête pas. Il pleut sur tous les toits. Voilà. Lorsqu'il pleut sur le toit du voisin, commence à revoir ton toit et à revoir ton système. C'est tout ce qu'il faut dire. Il faut commencer à revoir parce que je ne pense pas, avec les événements qui arrivent, nous sommes en pleine saison sèche. La saison sèche arrive avec ses réalités. Nous avons la qualité, il faut interpeller aujourd'hui les conditions dans lesquelles étaient stockés ces produits. Est-ce que c'est au contact de la tôle? Il faut poser tout un tas de questions. Il y a un ensemble de questions. Avec les coupures de l'énergie électrique, quand ça vient même... Je pense que, à moins que ce monsieur a souscrit, en fait, le directeur de cette structure a souscrit à une assurance tout risque, vraiment, je pense que là, il est mal parti avec tout ce qu'il va subir, les pertes qu'il va subir. Qu'on le veuille ou non, il y aura une partie du personnel qui va subir les conséquences. Qu'on le veuille ou non, il y a une partie. Alors, tout récemment, je lisais une interview d'Albert Zunga, qui est un expert en incendie. Oui, c'est sa spécialité. Oui, et qui disait aussi que ces soucis d'incendie viennent du fait que les matériaux qu'on utilise pour construire nos édifices sont à questionner aussi quelque part, parce que quand je regarde la violence des flammes, j'ai l'impression que tout est allé rapidement. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout récemment à l'Assemblée nationale lorsque ça a pris feu. Mais ça devient, la faute revient au gouvernement. Oui. Le gouvernement avait créé ici ce qu'on appelle la Mipromalo, par exemple. C'était pour expérimenter, évaluer
les matériaux locaux dans la construction de tous les ouvrages ici. Oui. Il y a même certains bâtiments des établissements ministériels qui étaient construits en planche. Certains certains bâtiments de la Sopecam, par exemple, qui sont construits en briques. Donc, il était une expérimentation, mais le gouvernement a laissé faire. Ça devait être accompagné avec même des financements de crédit foncier. Donc, on a laissé, aujourd'hui, je veux dire, on laisse le règne de la débrouillardise. On ne demande pas, je veux dire, on n'amène pas les opérateurs économiques à se débrouiller. Et eux, les citoyens, non, on les encadre, on leur donne des normes. Mais il n'y en a pas, il n'en existe pas. Oui, Je vais vous dire à la suite de Mbombo que chaque région est capable de développer un style architectural précis. Vous êtes dans le littoral, il peut y avoir un modèle de construction dans le littoral. Vous êtes dans les zones montagneuses, il y a un modèle de construction. Je vous ai dit que le parpaing était réservé aux zones tempérées. Parce qu'en journée, il prend la chaleur qu'il va rejeter dans la nuit. Dans la nuit, il prend la fraîcheur qu'il va renvoyer en journée. Mais aujourd'hui, dans nos domiciles, il fait tellement chaud, conservation des odeurs. La mort même que nous portons vient de nos domiciles, parce que très peu de domiciles même sont aérés. Donc j'estime qu'il faut revoir l'ensemble de cela. Oui. Et pour dire que là-bas, c'était le whisky. C'était le whisky. Ça, il faut le préciser comme ça. Quand je fais un santé, est-ce qu'ils ont tenu compte des constructions, sachant qu'effectivement, celui-ci qu'on c'est là où on doit interroger. C'est là où on doit interroger. Et je pense qu'aujourd'hui, comme aux États-Unis, ceux qui s'amusent à mettre en péril et le souci des employés et l'environnement, on doit les pénaliser. Surtout que parce c'est un un dimanche où personne n'est au boulot. Voilà. Ça aurait été beaucoup plus grave si c'était un jour ouvrable et que les gens étaient en train de travailler de l'intérieur. Et tu sais que les Camerounais aiment bavarder. Oui. Tantôt on dit sur les réseaux sociaux que non, c'est même sûr qu'ils mettent parfois le feu comme ça pour calculer l'assurance. Donc on a tellement dit les choses, je ne sais même pas. Si c'est vrai. Oui, on dit que non, ils passent par derrière en fin d'année comme ça pour mettre le feu dans leur société. Oh, mais Vous voyez comment mettre le feu pour gagner quoi? Nous sommes sur un plateau. Nous sommes sur un plateau sérieux tendance. Ces gens, non, mais un milliardaire, un investisseur ne peut pas détruire son investissement. Tout à fait, c'est clair. Et espérer être on ne peut laisser cours. On ne peut laisser cours à ce type de commentaires qui prospèrent et qui donnent le sentiment que les gens réagissent souvent avec un peu de légèreté lorsque une chose arrive. Ce qui est important, c'est qu'on questionne comment on construit nos bâtiments, nos édifices, pour que demain on évite de subir ce type de drame. Donc c'est ça la question centrale. Dans ces bâtiments que de nos propres maisons. Tout à fait. Donc en fait, nous sommes toujours à côté de l'incendie. Mais s'il vous plaît, je ne peux pas sortir d'ici sans faire cette précision. Oui, à l'heure actuelle, dans la zone d'Aqua, les ordinateurs ne s'allument pas. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de courant, il y a le courant, mais les ordinateurs ne s'allument pas. Il y a une baisse de tension grave. Et une variation entre deux pics. Il y a des pics. Ici, je ne sais pas. Il faudrait que Néo s'explique. Vraiment. On ne peut pas laisser passer. Il faut que Néo s'explique. Parce que nous, on peut encore avoir notre incendie là tout de suite. Oui. On peut avoir notre incendie. Ça va sortir nous. Je dis, on a tête à quoi? Je dis, à quoi? Il y a un lien avec une variation. Non, je demande si c'est un lien. C'est la mauvaise qualité de l'énergie électrique qu'on nous donne. D'accord. Une mauvaise qualité. Okay. Quelquefois, cette énergie traverse même le régulateur de tension. Oui. Le nombre de voltage. Nombre de voltage Tout à fait. D'accord. Absolument. Merci infiniment à vous, Florazé, pour ces informations sur les réseaux sociaux. Et merci également à tout le plateau d'avoir donc réagi avec autant de précision. African Shopping Complex, la beauté africaine. Fauteuil de massage. Casque de massage. Et massage de pied. Ils vous permettent de revitaliser tout le corps en quelques minutes, facilite la bonne circulation du sang, réveille les nerfs, évite la paralysie, booste le système immunitaire, lutte contre le mal de dos, le stress moral et professionnel, les crampes, la courbature, le mal de hanche, les douleurs lombaires et la fatigue générale. Nos appareils de massage simplifient et rendent la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine.
Voilà, et pour la circonstance, on accueille sur ce plateau Scola et Simone Coco. J'ai envie de vous dire tout de suite, bonne année 2018. Merci Eric, bonne année également à vous et à tout le plateau, voilà. Merci. Bonne année également à tous les téléspectateurs, bien sûr les habitués de ce programme, tous les fidèles clients d'African Shopping Complex International et même à tous ceux qui ne le sont pas encore, voilà. Et donc, on va donc parler du secret pour commencer l'année en beauté, voilà. Justement, pour commencer l'année en beauté, on vous révèle le secret de famille. Il faut tout simplement vous procurer la magnifique gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme très adaptée à votre famille. L'année a commencé, bien sûr, il faut dès à présent commencer également à prendre soin de sa famille. Et nous avons la gamme adaptée pour cela. C'est une gamme 100% naturelle, faite à base d'éléments également naturels, qui ne décape pas la peau, qui ne vient pas agresser votre peau. Au contraire, qui l'embellit, la nourrit et la rajeunit en profondeur. Alors cette gamme est constituée de pas mal de produits. Vous avez dans cette gamme, vous avez le Cool Spa Salt, qui est justement le gel de douche. Il est fait à base de sel de mer, de miel et de collagène. Et il permet donc justement d'adoucir votre peau, de l'éliminer de toutes les peaux mortes, de la rajeunir grâce à la collagène, bien sûr. Et aussi, voilà, de ressortir l'éclat naturel. Donc, à côté de notre Cool Spa Salt, qui est l'avant-savon, nous passons au savon à proprement parler. Il s'agit du SR Carambola Soap. Lui, il est fait à base de fines herbes caramboléennes et de miel, 100% naturel, adapté à toutes les peaux et à tous les âges, parce que à partir de 2 ans déjà, l'enfant peut l'utiliser jusqu'au plus âgé, ce qui témoigne encore, ce qui atteste justement la naturalité de nos produits. Donc, ce savon viendra protéger votre peau des impuretés et aussi des infections de la peau pour les enfants qui ont tendance à jouer dans la boue. Nous sommes en période déjà sèche, donc trop de poussière, ça viendra assécher la peau. Vous aurez besoin des produits nourrissants et naturels pour votre peau. Pour parfaire tout ceci, on a la crème spa, qui est une crème également 100% naturelle, faite à base de miel. Le miel est très nourrissant et très important pour la peau. Également d'extraits de fleurs. Alors la crème vient terminer le travail commencé par le Cool Spa Salt et le SR Carambola Soap. Il protège votre peau des rayons ultraviolets du soleil. Il nourrit votre peau en profondeur, ressort l'éclat naturel de votre peau et il rétablit également votre peau, il répare votre peau, il la reconstruit. Pour ces personnes qui utilisent, voilà, ou bien qui ont eu à utiliser des produits assez forts et qui ont besoin de se stabiliser, qui ont besoin, voilà, de trouver un produit adapté parfaitement à votre peau, cette crème répondra à toutes vos attentes. Donc, en plus dans la gamme SR Carambola Spa, nous avons des produits d'ajout tels que les savons intimes pour hommes et femmes. Pour les femmes, vous aurez bien sûr le Femtag et le Virginity Soap qui permettront de protéger et de maintenir votre partie intime fraîche 24 heures sur 24. Vous mettre à l'abri des petits bobos tels que les pertes blanches abondantes, les odeurs désagréables pendant les périodes de règles. Et pour les femmes qui ont déjà un espace, on va dire, assez élargi, voilà, il permettra tout simplement de resserrer vos muscles intimes. On n'oublie pas les hommes, parce que les hommes également sont mis à l'honneur sur ce plateau. Les hommes, vous avez également le Men Soap qui permettra non seulement de maintenir votre partie intime propre, mais aussi pour ces personnes, pour ces hommes-là qui estiment qu'ils ne sont pas assez on va le dire comme ça. Voilà, pour les femmes qui pensent que leurs messieurs ne sont pas assez grands, vous devrez associer donc le Men Soap à la crème que vous trouverez en boutique. On passe donc maintenant au dégraissage. On a accumulé pas mal de graisse tout au long de l'année et on a carrément doublé cette accumulation durant la période des fêtes, les derniers jours. Donc vous avez besoin de brûler vos graisses. On prend les graisses à main à partir d'aujourd'hui à travers le Slimming 3D. C'est une pommade dégraissante qui permettra, voilà, à travers l'accélération du métabolisme de votre corps, de brûler les graisses et ainsi de raffermir votre peau. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de graisse au niveau du ventre, l'abdomen, la crème est très adaptée pour vous. En 3 jours seulement, vous commencerez à voir le résultat. D'ailleurs, son nom l'indique, le Slimming 3D. À côté du Slimming 3D, nous avons également la ceinture à infrarouge, de phare infrared. Vous l'avez attendu. Eh bien, celle-là, parce que nous étions en rupture de stock, on vous rassure que voilà, nous sommes déjà en possession de cette ceinture. Vous pouvez donc désormais, pour toutes les personnes qui ont eu à passer commande, entrer en possession de votre ceinture. C'est une ceinture auto-chauffante qui
qui, à travers l'infrarouge incorporé, permet de brûler les graisses en toute sécurité et en toute efficacité. Il suffira tout simplement de mouiller. Il y a le petit botox là. La toute petite boîte dans laquelle vous mettrez votre eau et qui vous permettra ainsi de mouiller la ceinture et par là même de travailler toutes les graisses au niveau du ventre, au niveau des cuisses, de l'abdomen et du fessier et vous satisfaire en vous donnant la forme idéale. On rappelle également que nous sommes presque des gens en rupture de mèche parce que voilà, c'était la période des fêtes. Il y a beaucoup de personnes qui ont passé commande, qui ont récupéré leur paquet, mais il y en a encore quelques-uns. Donc ne vous dites pas j'ai raté l'occasion, vous pouvez encore dès à présent entrer en possession de votre mèche indienne. Et pour cela, donc, il faudra bien sûr pouvoir avoir nos localisations exactes. Vous nous trouverez donc certainement à Lomé au Togo, immeuble City Motors, répondant au 94 à 03 88 et 89. Et bien sûr, on profite pour souhaiter justement une bonne année à tous les Togolais qui nous regardent en ce moment. Au Bénin, du côté de Cotonou, derrière le stade de l'Amitié, en face poissonnerie à Wafiche, 97 63 89 99. Bonne année également à vous. Revenons au Cameroun, donc vous nous trouverez à Douala, BP Cité derrière la Totale, ou à vous composer tout simplement le 677 à 42 11 00. À Yaoundé, Paris sera de ce côté-là pour vous souhaiter également une très bonne année à travers le 656 03 44 00. Voilà, tout simplement, vous vous rendez du côté de l'immeuble Columbia en face garantie voyage Sam. À Bamenda, nous avons déjà installé et les codes d'accès également de ce côté-là passent déjà le 654 54 23 23. On n'oublie pas les ventes en gros parce que bien sûr c'est la grande rentrée, voilà, dans toutes les sociétés et donc on a besoin de se ravitailler. Alors pour nos distributeurs ou des personnes qui estiment pouvoir nous représenter un peu de partout dans le Cameroun et à l'étranger, vous avez le 676 70 31 25. Alors on sort carrément en vous souhaitant une bonne année et en vous disant qu'un accueil chaleureux vous attend du côté d'Africam Shopping Complex International. Merci. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Le Zénith se poursuit, madame, monsieur. On vous dit merci de votre fidélité, de nous accorder vos préférences toujours. Et en tout lieu, pour ce programme sur Equinox Télévision, on va prendre donc ce que nous réserve Interpellation de ce 2 janvier 2018. Oui, la première édition d'Interpellation de cette année 2018. En deux mots, on peut savoir, en deux mots, on peut écrire tout un livre. Vous savez ce que c'est que la corruption, vous savez ce que c'est que le détournement, vous connaissez les effets, les impacts économiques. Bon, c'est pour ça que je voudrais tout de suite être un peu vrai, pour que vous sachiez l'essentiel de ce qui mine ce pays. Le développement commence déjà par le combat contre le détournement public, lutter contre la corruption dans ce pays. Je crois que c'est le premier point de départ en ce qui me concerne. Et donc, on va toujours et continuer à parler de ce discours du président Paul Biya. Vous savez que l'honorable Jean-Michel Nietzsche, député SDF, a fait une récente sortie et justement fustigeait le fait que dans le discours présidentiel du 31 décembre dernier, il n'y ait pas eu une certaine évocation de certains faits qui ont mis au grand jour le système de corruption, détournement de fonds publics qui tourne autour de certains sujets, comme par exemple le scandale lié au concours de l'ENAM, mais aussi d'autres faits qui ont marqué le pays. Donc, est-ce qu'on va se dire aujourd'hui, Bobok Bengan, que la corruption
est absente des souhaits et de la détermination, même de la volonté du président Paul Biya à faire bouger les lignes dans ce sens-là? Moi, je pense plutôt que le chef de l'État a été rattrapé par ses propres engagements. Je vous parlais tout à l'heure du discours qu'il avait fait en 84. Il disait pourquoi sommes-nous Camerounais? Et quelques temps après, 84-87, première interview à la CRTV, il dit à Eric Tindje qu'il veut les preuves de la corruption. On lui a donc servi les preuves de la corruption. Aujourd'hui, il est tellement gêné qu'il ne peut plus parler des délinquants à col blanc, les goulots d'étranglement par-ci, inertie par-là. Donc, en fait, il se trouve que c'est lui qui est au centre de tout. Surtout qu'il avait placé son règne sur le sens de la rigueur et la moralisation. Voilà, justement, quand il prête serment, c'est pour la rigueur dans la gestion, la moralisation de comportement. Oui. Et il est rattrapé. Quand il dit dans son discours fin d'année qu'il va accorder pour le plan d'urgence, il a donné des instructions fermes pour que le plan d'urgence triennal accorde une place importante à l'épanouissement des populations. On a bien envie de voir. Parce que Charles Lamel a analysé ce plan triennal ici. On veut voir. Il dit par exemple qu'il va régler la dette des PME camerounaises et faciliter leur accès au crédit. On sait bien ce qui se passe. La dette intérieure de l'État. Il parle de la rationalisation des dépenses publiques. Et j'ai dit, c'est vrai, j'ai commencé par lui. Si ça commence par là, c'est pour être bien. Parce que le budget 2017 de la présidence de la République était, et les services rattachés étaient de l'ordre de 55 milliards. Maintenant, on a ramené ça à 49 milliards. Bon, on a commencé. Est-ce que ça va donc aboutir au resserrement ou alors à l'élimination des dépenses de prestige, au bon suivi des marchés? J'ai peur. Parce que précisément, moi je prends là les demandes des institutions publiques. La caisse autonome d'amortissement nous dit, non, moi j'ai même l'argent ici pour financer. Mais les projets qu'on finance là n'arrivent jamais à maturation, n'arrivent jamais à être exécutés. Et même les méthodes de caissement ne sont pas appliquées. Donc moi j'ai l'argent mais je ne donne pas. Voilà. Parce que l'argent risque de ne pas arriver. Risque de ne pas être utilisé à bon escient. Alors Charles Lamel, il y a quand même matière à être courroucé lorsqu'on sait que ce discours présidentiel est intervenu quelques jours après le 7e rapport de la CONAC qui dévoilait justement des faits graves pour un pays liés à la corruption et que le président n'en fasse pas cas. Ça participe quand même d'une certaine démission de ce que l'État, de ce que le président est. C'est-à-dire que le garant de notre pays, de son vivre ensemble... Ce n'est pas encore arrivé à sa table. Vraiment, ne vous dérangez. On n'a fait que donner le rapport. Ce n'est pas encore arrivé à sa table. Quand ça arrivera à sa table, vous verrez que dans le discours du 31 décembre prochain, il va s'attarder là-dessus. Donc vraiment, c'est tout ce que je peux répondre sur ce sujet parce que j'ai quand même l'impression qu'on est en train de s'amuser. On s'amuse dans une république. Le rôle de la presse, c'est dire ce qui ne va pas. C'est tirer la sonnette d'alarme en disant ça ne va pas. Il faudrait un regard. Il faudrait... Mais le malheur, c'est que lorsque vous essayez de le faire ici avec un peu, on va le dire comme ça, de regard, d'attention, vous êtes taxé d'opposants. Alors que ceux qui sont là pour œuvrer, qui œuvrent véritablement ou qui tirent le pays vers le bas, n'aident pas le chef de l'État. Tendance l'a dit tout à l'heure, il est mal entouré, il est mal ci, il est mal ça. Tous les jours, on le dit, on ne cesse de le décrire. Voulez-vous dire qu'il ne suit pas les informations? Voulez-vous dire qu'il ne lit pas la presse? Voulez-vous dire que en dehors de... On a vu que dans tous les systèmes, il y a les renseignements, il y a les renseignements des renseignements, et le renseignement des renseignements des renseignements. Est-ce que vous voulez dire qu'à travers cela, il n'est pas informé? Quelles sont les mesures qui devraient être prises? Autant de points d'interrogation. Qu'on vous le dise comme ça de manière crue, avec des noms, qu'il y a des gens qui se sont enrichis, qui pendant une période, une saison, une période bien précise, ont fait fi de ne pas faire des rapports. Ils ont détourné plus de 1024 milliards de francs CFA qui sont entrés dans des poches. Je pense qu'il faut marquer un temps d'arrêt et dire qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces 1024 milliards. Qu'on vous dise qu'au niveau de Douala, il y a un monsieur qu'on appelle Demanou qui est installé là, qui a déjà atteint le plafond de la retraite, qui devait aller depuis en retraite, mais qui dit attendre un décret spécial du chef de l'État pour pouvoir partir. Mais ça se poser la question de savoir où est-ce que nous sommes. Je pense qu'on pourrait même, pourquoi pas, instituer 3 jours
de deuil national sur la corruption, hein, parce que ça devient très compliqué. On va résoudre ça. Voilà. Pourquoi pas. Que vous avez un délégué du gouvernement qui prescrit au maire de pouvoir débloquer des sommes, qui instruit à son receveur de débloquer des sommes pour des militants qui doivent aller accueillir des personnalités. Mais dans quel fonds, dans quel budget, alors que le parti politique, le parti en lui-même question, lui-même censé puiser dans ses propres caisses, on demande de ressortir dans les caisses de la communauté pour pouvoir aller accueillir. Non mais arrêtons. Alors j'aimerais à votre suite, parce que vous avez évoqué un sujet important d'opposants, et surtout ici, reconsidérer un peu le terme opposant, parce qu'au Cameroun, on a l'impression que ce terme est péjoratif, alors que être opposant est ce qu'il y a de plus noble dans une démocratie. Lorsqu'il y a un pouvoir, il doit y avoir également en face des personnes qui ne pensent pas forcément comme le pouvoir en place et qui pensent qu'il y a d'autres voies, d'autres chemins possibles. C'est en cela qu'on parle d'opposant, et être opposant en démocratie, c'est quelque chose d'assez noble et d'assez digne. Je voulais juste préciser cela. Vous voulez préciser, vous savez, oui. J'appartiens à une génération où tous les 1er décembre, il y avait une note présidentielle qui venait de la présidence qui obligeait tous ceux qui avaient construit aux abords des routes de repeindre la maison. J'appartiens à une période où tous les 1er décembre, il était strictement recommandé d'aménager, de réaménager tous les axes routiers, de pouvoir reprofiler les axes routiers. Oui. On devait s'assurer que tout allait et que les populations devaient fêter dans des jours. On s'arrangeait, et j'appartiens encore à cette période où tous les agents de sécurité étaient mis en branle pour garantir la sécurité, où les médecins, les formations sanitaires, tout était renforcé pour permettre aux gens de passer de belles cérémonies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive aux populations? Comment est-ce que doit la célébrer? Je pensais que le chef de l'État devait se pencher là-dessus. Il y a des maisons qui n'ont pas mangé en 2017, le 24 et le 25 décembre. Il y a des familles qui n'ont pas pu célébrer cette cérémonie. Vous avez vu, les rues étaient vides. Les rues étaient vides, les gens étaient chez eux. Ils étaient couchés à la maison. Pourquoi? Nous avons encore la suite des écarts. En 2017, nous avons des familles qui demandent aujourd'hui, est-ce que les gens qui sont décédés dans le train, est-ce qu'on va dire disparus, décédés? Il faut coller un nom, on n'a pas pu coller un nom. Je pense qu'à ce niveau, il y a tellement d'interrogations dans lesquelles nous entrons en 2018. Et c'est des mauvaises interrogations. D'accord. Merci donc Charles Hamel de cette interrogation que vous faites fort bien ce matin. À prendre justement après ces sujets d'interpellation, aller chercher donc quelques messages de personnes qui nous écrivent ce matin et qui souhaitent interagir avec nous pour avoir voix au chapitre de cette émission. Florazé, je vous convoque pour la circonstance. Oui. Alors, nous allons donc dérouler quelques SMS, empêcher, dire les vérités sur tous les plans, les réalités qui se vivent au Cameroun et de laisser qu'il continue de dévoiler ce qui ne se vit pas au Cameroun, parce qu'un jour ce pays changera par le balai de la justice. C'est Victor depuis Créby qui réagit. Autre SMS, ce qui m'inquiète le plus de nos jours, ce sont les problèmes de route, la corruption très avancée, réussite des concours par monnayage. Je pose la question de savoir si les délégués du gouvernement effectuent leurs tâches réelles, plus précisément à Bafoussam, qui est devenu un village très avancé. Emmanuel Zété, qui est le délégué auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Bafoussam qui est devenue une ville, comme vous dites, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est une ville et membre du Conseil économique et social. Et voilà, et une ville vraiment abandonnée à elle-même, et une ville qui donne honte. Parce que c'est quand même dérisoire, c'est quand même assez révoltant de voir ce qu'est devenue cette ville pourtant jadis comptant parmi des villes. Ça montre donc, pour répondre clairement à la question du téléspectateur, la réalité du poste de délégué de gouvernement, c'est qu'on doit l'éliminer pour laisser la place à la décentralisation normale où le maire élu pourra répondre. Et du budget devant ces populations. D'ailleurs, le président Paul Biya a annoncé dans son discours qu'il a prescrit l'accélération de ce processus. Ouais, mais on verra donc, est-ce qu'il va éliminer les délégués du gouvernement? Ça peut être un motif. Je tiens à vous préciser que dans ce processus de décentralisation, un ministre de cette République a dit quelques minutes après le chef de l'État
que si décentralisation il y a, les gouverneurs seront nommés. Hein? Et tout Il y ce aura un qui est... représentant de l'État, de toutes les Non, manières. je dis, et tout ce qui est existant restera, demeurera. Seul le processus sera décentralisé. Quelle est la différence? Donc on Vous aura un comprenez président comment? des régions élu avec un gouverneur et là à côté des délégués du gouvernement. Voilà, En tout cas, normalement, la loi d'application de 2006 de ces conseils régionaux précise bien qu'il y aura un représentant de l'État. Qui va s'appeler comment? C'est son nom, le mot il est clair, représentant de l'État. Donc Il sera nommé ou élu? Il sera nommé, donc il aura un regard sur ce que fera le président du conseil régional. Tout à fait. Voilà. Mais ça reste que c'est bien au conseil régional que sera dévolue la mission de gérer un certain nombre de compétences que l'État aura donc Merci, transmises, monsieur Fokoussi. décentralisées. Vous parlez très bien. Vous parlez très bien. Comme le représentant de Sadi, peut-être que vous êtes dans le secret de Dieu. Sadi même donne le cours sur la décentralisation de plus. Je vous donne juste ce que dit la loi d'application de cette décentralisation au Cameroun. Donc après, est-ce que nous aurons l'occasion d'avoir une application ferme de ce qui est Et lorsqu'il pousse le bouchon plus loin en disant que c'est les maires qui sont incompétents, à quoi fait-il allusion? C'est la raison pour laquelle justement a été mis en place le CFAM, le centre de formation des magistrats. Vous voyez, vous avez réponse à tout, monsieur Eric Fokoussi. Donc ça veut dire que le processus est enclenché. Le processus est... Donc il y aura une école de formation des maires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une école de formation du président de la République, le président des maires. Voilà, je vous rassure que le processus est très lent. C'est un constat. C'est un constat. Il va pas... On est de 96 à aujourd'hui. Ça fait depuis qu'on a consacré l'État unitaire au Cameroun décentralisé. C'est quand même d'une lenteur inimaginable, inouïe quand même. Alors on lit un dernier message et puis on va donc commenter peut-être si besoin est. Alors la décision revient à la femme qui doit primer, en tout cas puisqu'elle c'est elle qui souffle le martyr. En conclusion, la décision doit être privilégiée. La décision doit privilégier l'économie dans la famille, fait par avoir beaucoup d'enfants après, que l'on ne pourra pas en prendre soin jusqu'à leur majorité et les envoyer en bas âge se débrouiller dans les rues. Ça ne sert à rien. D'accord. Donc c'est un aspect occidentalisé. Oui. Mon ami, chers amis, nous sommes en 2018. Lorsque vous avez des problèmes, demandez, on vous dit. Organisez régulièrement des rencontres, on vous dira. D'accord. Quand je vous dis budget, vous savez que c'est quoi? Merci. Oui, mais bon, ça ne sert à rien de faire autant d'enfants pour ne pas pouvoir les encadrer. Demandez, on vous dira comment ça se fait. Merci infiniment à vous sur ce plateau, madame, monsieur. C'est bien ici qu'on remet dans l'antenne pour cette nouvelle édition de votre émission Zénith. On vous souhaite une très bonne journée sur Equinox Télévision, la chaîne leader, la chaîne qui, au-delà de l'image, rencontre et surtout que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun.